Il y a 10 000 ans, des peuples qui autrefois suivaient les troupeaux ont commencé à semer des céréales et à empiler des briques de terre crue. De cette révolution silencieuse sont nées des pyramides plus hautes que les cathédrales, des écritures qui gravaient la mémoire dans l'argile et des empires qui s'étendaient de l'Atlantique au Pacifique. Bientôt, les lumières des villes jalonnèrent le Nil, l'Indus, le fleuve Jaune et les Andes, chaque pôle partageant outils, récits et rêves. Des prêtres ont établi des calendriers, des marchands ont relié les mers par la soie et le poivre, et des armées ont redessiné les frontières encore et encore. Leurs réussites et leurs effondrements façonnent encore le monde dans lequel nous nous réveillons aujourd'hui. Restez avec nous pour le grand récit de toutes les civilisations anciennes, leur génie, leurs guerres et les leçons qu'elles ont laissées derrière elles. Voici l'histoire de toutes les civilisations anciennes. Quand la dernière ère glaciaire a pris fin vers 9700 avant notre ère, le climat de l'Asie du Sud-Ouest s'est réchauffé et stabilisé. Des étendues d'engrains, d'amidonniers et d'orges mûrissaient chaque printemps dans les vallées du Levant et de la Haute-Mésopotamie. Dans ces régions, des cueilleurs récoltaient depuis longtemps les céréales sauvages, mais les nouvelles conditions rendirent la culture praticable. À Abu Huraïra, sur l'Euphrate, des couches datées d'environ 9000 avant notre ère ont préservé des lames de faucilles polies par des coupes répétées, des fosses tapissées de vanneries pour entreposer des semences et les empreintes de sabots de chèvres parquées. Tout près, à Jéricho, des familles ont empilé des briques de terre crue séchées au soleil pour former des maisons circulaires, les ont enfoncées sous le niveau du sol pour isoler et ont protégé l'habitat par un mur de pierre massif et une tour de guet de 9 mètres. La plus ancienne architecture défensive connue. La présence de crânes soigneusement enterrés, leurs visages modelés en plâtre, laisse entendre que ces premiers agriculteurs liaient déjà leur identité à un lieu unique et aux ancêtres qui l'avaient partagé. 2 siècles plus tard, les mêmes collines ont donné un monument tout autre. Sur une crête calcaire aujourd'hui appelée Göbekli Tepe, des groupes de chasseurs-cueilleurs ont extrait des piliers de pierre cristalline hauts jusqu'à 6 mètres. Ils ont disposé ces piliers en enceintes circulaires et les ont ornés de reliefs représentant des léopards, des serpents, des sangliers et des grues. Les datations au radiocarbone situent la première construction vers 9600 avant notre ère, avant que la poterie, le métal ou les céréales domestiquées n'atteignent la région. Les fouilles montrent peu de signes d'une habitation ordinaire. Pas de foyer, pas de déchets de la vie quotidienne. Au contraire, des os d'animaux et d'énormes jarres de stockage témoignent de grands festins. Les bâtisseurs, qui vivaient encore dans des campements dispersés, semblent s'être rassemblés ici pour des cérémonies extrayant et transportant des blocs qui pesaient jusqu'à 20 tonnes. L'ampleur du travail implique une coopération complexe. Les sculptures révèlent un monde symbolique assez vivant pour mobiliser des bandes dispersées. Certains archéologues soutiennent que des rassemblements rituels périodiques ont renforcé les liens sociaux et peut-être le besoin d'une nourriture stable qui ont ensuite encouragé l'agriculture elle-même. Vers 7400 avant notre ère, une autre expérience a émergé sur la plaine de Konya en Anatolie centrale. Çatalhöyük est devenu un habitat dense qui a pu abriter 8000 personnes sans rue ni ruelle. Les familles entraînent chez elles par des ouvertures dans la toiture, se déplaçant sur un nid d'abeilles de toiture plate comme des piétons modernes traversent une place. À l'intérieur, les murs étaient replâtrés chaque année et décorés d'empreintes de mains à l'ocre rouge, de scènes de chasse et de motifs géométriques. Des cornes de taureaux encadrèrent des autels domestiques. Sous des sols en terre battue reposaient les corps repliés des ancêtres, déposés là lors de cérémonies discrètes qui reliaient les vivants à leurs morts. Les fouilles révèlent du blé, de l'orge et des pois carbonisés, des os de bovins et de chèvres domestiques, et des lames d'obsidienne venues de Cappadoce, preuve de l'agriculture, de l'élevage et d'un commerce à longue distance. Pourtant, nul palais ne s'élève à Çatalhöyük, nul quartier de temple ne se distingue.
Des objets rituels apparaissent dans des pièces ordinaires, ce qui suggère que la croyance et le gouvernement sont restés tissés dans la vie domestique plutôt que délégués à des dirigeants ou à des prêtres. En à peine 3 millénaires, le Proche-Orient a ainsi vu une chaîne d'innovations qui ont remodelé l'existence humaine. Des champs de céréales ont remplacé les peuplements sauvages, des murs et des tours ont gardé des surplus de récoltes, des cercles de pierre ont rassemblé des groupes dispersés autour de rites communs, et des villages étendus ont démontré que des milliers de personnes pouvaient vivre ensemble sans roi. L'élan de planter, de bâtir et de commémorer les ancêtres a changé ce que signifiait être humain, ancrant les communautés dans un lieu et un temps. De ces révolutions silencieuses naîtraient les premières véritables villes, les systèmes d'écriture et les États, mais leur fondation se trouve dans les feux de l'aube des villages néolithiques. Les anneaux ombrés de Göbekli Tepe et les toits bondés de Çatalhöyük, où la vie sédentaire a trouvé pour la première fois sa forme. Quelque part vers 3500 avant notre ère, est l'établissement des Uruk enfla jusqu'à dépasser la taille de toute communauté antérieure. Des agriculteurs asséchant les marais envoyaient l'orge et les dattes vers des réserves. Des bergers menèrent des moutons par les canaux jusqu'au parc de Tonte. Des bateliers poussaient à la perche des cargaisons de calcaire et de cuivre en remontant le fleuve. Pour suivre tous ces mouvements, des fonctionnaires du temple imprimaient des pictogrammes dans l'argile molle. Une jarre pour l'huile, un épi pour l'orge, une étoile grossière pour la déesse du ciel Inanna, qui veillait sur la cité. Ces signes, simples au début, évoluèrent en traits en forme de coin tracés avec un roseau taillé. Écriture cunéiforme, la plus ancienne que l'humanité ait découverte. Les scribes des Uruk-en écrivaient pas de poésie. Leurs premières tablettes sont des livres de contes. Pourtant, ces calculs changèrent tout. Le surplus avait désormais une mémoire. Les prêtres pouvaient prélever des rations pour les travailleurs, planifier des réparations de canaux et compter la laine avant son départ pour de lointains ateliers. Avec les archives vint la hiérarchie. Le quartier du temple domina la ville, élevant au sommet une plateforme à degrés qui annonçait les ziggourats des siècles suivants. Autour d'Uruk, des dizaines de villes plus petites, Eridu, Larsa, Lagash, reprirent ces innovations. Sur toute la plaine alluviale, les Sumériens posèrent le modèle de la vie urbaine. Des fossés d'irrigation maillaient les parcelles agricoles, des cônes de argile frappés du nom du souverain constellaient les murs de nouveaux sanctuaires, des chariots à roues grinçaient entre champs et carrières, leur réalisation dépassait l'administration. Les Sumériens fixèrent des lames de cuivre sur des charrues, partagèrent le ciel en 12 constellations et coulèrent des moules en plusieurs parties pour fabriquer des têtes de haches en bronze. Ils chantèrent la première littérature que nous pouvons encore lire, des hymnes à la fureur d'Inanna et des lamentations sur des canaux brisés. Et dans le cimetière royal des Our, ils enterrèrent leurs élites avec des perles de lapis-lazuli, des incrustations de coquilles et une lyre dont la tête de taureau en or scintille encore dans les musées aujourd'hui. Le pouvoir en Sumer ne resta jamais longtemps dans une seule main. Des cités rivales pillaient les canaux les unes des autres, détournaient l'eau et renversaient les statues de leurs adversaires. Dans ce paysage querelleur surgit Sargon des Akkad vers 2334 avant notre ère. La légende dit qu'il fut un enfant trouvé mis à flot dans un panier sur l'Euphrate. Les faits rapportent qu'il saisit la ville de Kish, marcha vers le sud pour humilier Uruk, puis tourna vers le nord et vers l'ouest jusqu'à ce que les forêts de cèdres du Liban et les mines d'argent d'Anatolie tombent sous sa hache. Le génie de Sargon fut autant administratif que militaire. Depuis sa capitale encore non découverte, Akkad, il nomma des gouverneurs fidèles à lui seul, posta des garnisons dans les villes rétives et normalisa la langue akkadienne, sémitique plutôt que sumérienne, pour les affaires officielles. Son petit-fils Naram-Siné couronna l'âge des conquêtes, se proclamant roi des 4 Orients et arborant la tiare cornue d'un dieu. Sur une stèle de calcaire rose, le roi divin gravit une montagne d'ennemis vaincus, tandis que des étoiles bénissent pour son ascension. Un manifeste de pierre de souveraineté universelle. Pourtant, l'Empire se révéla fragile.
En moins d'un siècle, la sécheresse, les révoltes internes et les razzias des Gouthiens, tribus montagnardes venues du Zagros, abattirent Takkad. L'expérience politique de Sargon, cependant, ne pouvait pas s'oublier. L'idée que de nombreuses villes et de nombreuses langues puissent obéir à un seul trône était entrée pour toujours en Mésopotamie. Le pouvoir reflua vers le sud, en Sumer, autour de 2112 avant notre ère, quand Ur-Nammu fonda la troisième dynastie d'Ur. Son règne marqua une renaissance de la culture sumérienne. Des administrateurs classèrent des dizaines de milliers de tablettes détaillant tout, des menus du temple aux comptes de bétail. Des maçons élevèrent la grande ziggourate des Ur, empilant des millions de briques de argile en une pyramide dont le noyau meurtri tient encore face au vent du désert. Notre Nammu ajouta une autre innovation, le plus ancien code de loi conservé. Gravé sur elle, argile en un sumérien précis, ces clauses infligent des amendes en argent pour les blessures et fixent des compensations établies pour le vol ou la négligence. À la différence de codes plus tardifs qui exigent œil pour œil, les lois de Ur-Nammu remplacent le plus souvent la vengeance par un paiement, aperçu d'une société qui avance du sens de l'honneur clanique vers la justice de l'Em-État. Son fils Shulgi régna près de 50 ans, uniformisant les poids, finançant des routes de longue distance bordées d'abris pour voyageurs et, comme Naram-Siné avant lui, se déclara divin. Pourtant Ur III fut, lui aussi, mortel. Vers 2004 avant notre ère, des armées élamites venues d'Iran enfoncèrent les murailles de la ville et des tribus amorites infiltrèrent en Mésopotamie, fondant de nouvelles dynasties à Babylone et à Mari. Malgré cela, les habitudes bureaucratiques des Ur, impositions régulières, lois fixées, archives royales, prirent des racines profondes. Tandis que des souverains mésopotamiens se disputaient des fossés de irrigation, une autre civilisation prospérait à 1000 km vers l'est. Entre 2600 et 1900 avant notre ère, la vallée de El Indus, étendant de El Himalaya à la mer d'Arabie, accueillit des dizaines de villes méticuleusement planifiées. À Mohenjo-Daro et Harappa, des maisons de briques se dressaient le long de rues droites tracées en rectangle. Chaque foyer, même le plus humble, disposait d'une plateforme de bain et d'un raccordement à des égouts couverts qui se vidaient à l'extérieur des murs. Nul palais ne domine ces villes, nul tombeau royal ni stèle vantarde ne nomme un conquérant. À la place, Ordre apparaît dans des proportions de briques cuites identiques sur 1 million de kilomètres carrés, dans des poids de cuivre standardisés et dans des sceaux à estampilles gravées de licornes, de taureaux et de brèves écritures non déchiffrées. L'économie prospéra grâce au métier et au commerce. Des ateliers de Indus produisaient en série des perles de cornaline, des bracelets de faïence et des textiles de coton, les plus anciens connus. Des marchands expédiaient ces biens par voie fluviale et maritime. Des archéologues ont trouvé des sceaux de Indus en Mésopotamie et du cuivre des Oman dans des entrepôts harapéens. Des greniers près des quais laissent entrevoir un contrôle civique du grain. Pourtant, l'absence de tombes ostentatoires suggère que la richesse est affichée davantage dans des infrastructures partagées que dans des monuments personnels. La religion ne laisse que des indices. Un complexe de bains, 12 mètres de long, peut signaler une purification rituelle. Des figurines de divinités cornues pourraient représenter un proto-Shiva. Des tablettes d'argile montrent des postures yogiques qui précèdent l'iconographie hindoue plus tardive. Mais sans pouvoir lire leur écriture, les croyances de Indus restent un murmure derrière des murs cuits au four. Autour de 1900 avant notre ère, le système flancha. Des variations climatiques modifièrent les cours des rivières. La grande Gagar Akra, peut-être la mythique Sarasvati, assécha ou se déplaça. Le commerce à longue distance déclina. Les briques rétrécirent, l'écriture disparut. Les villes se vidèrent et la vie rurale prit leur place. Pourtant, l'expérience de Indus prouva que de vastes populations pouvaient en bénéficier de l'assainissement, de la standardisation et d'une vigueur économique sans roi grandiose. Des scribes d'un Mésopotamien, déconcertés par des marchandises exotiques, écrivirent au sujet d'une terre lointaine appelée Méloa. Des sceaux cylindres montrent des marchands à la peau sombre conduisant de robustes taureaux et des tablettes énumèrent des cargaisons d'ivoire, de cornaline et de bois arrivant par mer au port d'Ur.
Des savants associent au jour 8 Mélois au monde de El Indus. Depuis des chantiers navals arapéens à Lothal et Soutkagen d'Or, des bateaux à fond plat descendaient l'Indus, prenaient les vents de mousson et longeaient la côte arabique jusqu'à Dilmun, Bahreïn et Sumer. Du cuivre des Oman, du lapis lazuli de Afghanistan, de l'étain venu de la lointaine Asie centrale, tout passait par cette autoroute maritime reliant des mondes fluviaux séparés par des déserts. Le commerce allait dans les deux sens. El Argent, la laine et les dattes mésopotamiens voyagèrent vers l'est, les idées aussi. El iconographie des sceaux cylindres migre vers des motifs de El Indus, tandis que les systèmes mésopotamiens de poids S adaptent aux cubes de El Indus. Quand les villes de El Indus déclinèrent, des textes sumériens se lamentent que les navires de Méloua ne viennent plus. La pause se répercuta sur les économies. Des artisans de Our cherchèrent de nouvelles sources de perles, des mineurs omanais perdirent des marchés, des entrepôts du Golfe rétrécirent. Au milieu du 2e millénaire avant notre ère, les plaines irriguées de la Mésopotamie et les lointaines rues en damier de l'Indus avaient chacune atteint des sommets et affronté des bouleversements. Pourtant ensemble, elles écrivirent le premier chapitre de la civilisation urbaine. En Sumer, l'écriture fit de la mémoire de l'argile. En Akkad, empire transforma des villes en provinces. À Our, la loi fit un jugement, un précédent. Le long de l'Indus, des briques standards et des égouts silencieux firent de l'hygiène un droit civique, et des marchands hauturiers firent des fleuves des corridors internationaux. Les fleuves eux-mêmes restaient bruns et remuants. Ils portaient des limons venus de montagnes lointaines, renouvelaient des terres agricoles et parfois les noyaient. Ils reliaient des peuples séparés par des déserts et des langues nouant des champs de blé près d'Uruk et des parcelles de coton près de Mohenjo-Daro en une seule toile d'échange, quoique fragile. Et longtemps après la chute des palais et l'extinction des écritures, des pêcheurs lançaient encore leurs filets dans l'Euphrate et des paysans marchaient encore dans les ruelles poussiéreuses des anciens tertres arapéens, vivant au milieu des fantômes superposés des premiers royaumes dont les histoires commençaient et finissaient avec le Hou. Les architectes du pharaon Djéser commencèrent par empiler 6 mastabas de pierre, l'un sur l'autre. Le résultat qui s'élevait à 60 mètres au-dessus de la plaine de Saqqara vers 2650 avant notre ère, fut la première pyramide du monde et l'acte inaugural de l'ancien empire égyptien. Derrière ce monument à degrés se tenait le génie pragmatique d'Imhotep, qui ouvrit des carrières de calcaire, inventa un mortier durable et entoura l'ensemble d'une haute muraille percée d'une seule porte. La façade polie captait le soleil avec une telle intensité que, plus tard, les Égyptiens appelèrent les édifices de pierre blancs, reflets de la lumière, encre pour l'éternité. Pendant 2 siècles et demi après Djéser, les pharaons perfectionnèrent à la fois la maçonnerie et la puissance de l'État. Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, fit construire au moins 3 pyramides, expérimentant des pentes jusqu'à ce que la gracieuse pyramide rouge de Dachour consacre la première véritable pyramide géométrique. Ce succès ouvrit la voie à son fils Khéops pour entreprendre à Gizeh une audace sans précédent. La grande pyramide de Khéops s'élevait à l'origine à 146 mètres et comptait environ 2 300 000 blocs de calcaire et de granit. Sa base s'écartait de l'alignement carré parfait de moins de 20 cm, prouesse qui exigea des arpenteurs munis d'instruments de visée, des tendeurs de cordes capables de mesurer à des fractions de degrés et des contremaîtres qui comprenaient le rythme saisonnier du travail. Contrairement aux mythes anciens, la main-d'œuvre n'était pas une masse d'esclaves sous le fouet. Des fouilles au bord du plateau ont révélé des dortoirs, des boulangeries, des brasseries et des instruments de médecins. Des équipes de paysans se relayaient pendant l'inondation du Nil, quand leurs champs étaient sous l'eau, travaillant aux côtés de tailleurs de pierre qualifiés et d'équipes de pose baptisées du nom de pharaons et de divinités. Amis de Khéops, ivrognes de Mykérinos, leurs rations quotidiennes de pain et de bière sont gravées sur des ostracas laissés sur place. Des os de bétail montrent des morceaux de choix, non une nourriture de subsistance, ce qui confirme que l'édification des pyramides fut un projet national soutenu par des impôts en grains et en bétail plutôt que par des chaînes et des coups de fouet.
La religion portait l'entreprise. Les Égyptiens croyaient que le cosmos ne fonctionnait que lorsque Ma'at, harmonie ordonnée, était renouvelée. Le roi, considéré comme un Horus vivant et, après sa mort, un Osiris, servait d'intermédiaire entre Dieu et peuple. Sa sépulture devait donc durer. Des complexes funéraires fleurirent autour des pyramides, des chaussées reliaient des temples de la vallée sur la rive du Nil à des temples funéraires au pied de la pyramide, où les prêtres accomplissaient des offrandes quotidiennes bien après la mort d'un roi. Des fosses à bateaux contenaient des navires de cèdre grandeur nature pour le voyage du pharaon avec le dieu soleil Ré à travers les cieux. À l'intérieur de la pyramide de Khéops, les étroits conduits partant de la chambre du roi s'alignent sur les étoiles circumpolaires, peut-être pour offrir à l'esprit du roi un conduit céleste. Cette audace architecturale signalait une emprise administrative. À Memphis, des vizirs encadraient des scribes qui enregistraient les rendements agricoles jusqu'à des fractions de hécate. L'or arrivait de Nubie, le cèdre de Byblos, la turquoise du Sinaï, le cuivre du désert oriental. L'idéologie de l'État s'inscrivait sur des murs de calcaire, mais ces artères des camps étaient les canaux d'irrigation qui redirigeaient les dons du Nil vers les greniers royaux. Le pouvoir commença à s'effilocher sous la 5e dynastie. Les pyramides rapetissèrent à mesure que les ressources se dispersaient et que les gouverneurs provinciaux, les nomarques, transformaient leurs noms en mini-royaumes. Les rituels dynastiques persistaient. Ounas décora sa chambre funéraire de textes des pyramides, les plus anciennes écritures funéraires égyptiennes connues, mais le trésor central ne pouvait plus financer des monuments à l'échelle de Khéops. La diminution des crues du Nil vers 2200 avant notre ère aggrava la pression, et vers 2150 avant notre ère, l'ancien empire se dissout dans la première période intermédiaire, un siècle et demi de petites dynasties rivales. L'ordre revint sous Montuhotep II, de Thèbes, qui réunifia l'Égypte vers 2030 avant notre ère. Il unit les couronnes de Basse et de Haute-Égypte et, pour proclamer le renouveau, fit tailler dans les falaises de Deir el-Bahari un temple funéraire en terrasse de calcaire, prélude architectural à des merveilles ultérieures. Les successeurs de Montuhotep réinstallèrent Memphis comme pôle administratif, mais nombre de souverains résidaient désormais près du Fayoum, exploitant de nouveaux réseaux de canaux qui transformaient des marais en terres agricoles. Les ingénieurs de la 12e dynastie creusèrent le canal du Bahr Youssef pour réguler le lac Mohéris, convertissant des marécages saisonniers en un grenier à blé. La littérature s'épanouit. Des scribes et scribes copièrent des récits mêlant aventure et réflexion morale, le conte de Sinoué, le dialogue d'un homme avec son âme, introduisant une nuance psychologique absente des inscriptions royales antérieures. Les textes des sarcophages démocratisèrent des formules jadis gravées seulement sur les parois des pyramides, permettant aux défunts non royaux de naviguer dans l'au-delà. Les sculpteurs passèrent de l'idéalisme serein à un réalisme méditatif, taillant Sésostris, troisième au front plissé et aux joues creusées, comme si la monarchie portait désormais un fardeau humain. Au sud, les armées du Moyen Empire poussèrent en Nubie, édifiant une chaîne de forteresses comme Bouenne et Semna, qui contrôlaient les mines d'or et la route commerciale des cataractes. Pourtant, la direction demeura pragmatique. Lorsque la sécheresse frappa de nouveau vers 1800 avant notre ère, l'autorité centrale fléchit, mais les infrastructures tinrent, atténuant le choc. À terme, des vagues d'immigrants asiatiques s'installèrent dans le delta oriental, et vers 1650 avant notre ère, une élite sémitique, appelée plus tard les Hyksos, s'empara d'Avaris, ouvrant la deuxième période intermédiaire. L'intermède Hyksos prit fin avec Amosis Ier, un prince thébain qui maîtrisa la guerre des chars tirés par des chevaux, captura Avaris et poursuivit les Hyksos au-delà du Sinaï vers 1550 avant notre ère. La victoire d'Amosis forgea une Égypte militarisée résolue à ne plus plier devant des étrangers. Les pharaons de la 18e dynastie repoussèrent les frontières vers l'extérieur, faisant de l'Égypte un empire. Thoutmosis Ier mena campagne au-delà de l'Euphrate. Son petit-fils Thoutmosis III conduisit au moins 17 expéditions en Canaan et en Syrie, débordant les coalitions ennemies par l'étroit défilé d'Harouna pour l'emporter à Megiddo. Des reliefs à Karnak énumèrent des centaines de villes qui versaient tribut. Ébène, lapis-lazuli, chevaux, princes captifs, créant un système tributaire qui canalisait la richesse vers le sud jusqu'à Thèbes. Hatshepsut, belle-mère de Thoutmosis III, régna d'abord comme régente,
puis comme souveraine à part entière. Elle privilégia le commerce sur la guerre, envoyant une flotte au pont, probablement l'actuelle Érythrée ou la Somalie, qui rapporta des myrriers encore représentés en couleurs vives sur les terrasses de son temple funéraire à Deir el-Bahari. Un siècle plus tard, Aménophis III gouverna une Égypte si opulente que des rois étrangers suppliaient d'obtenir l'or de Nubie. Il fit bâtir l'immense cité-palais de Malkata et érigea des colosses de 30 mètres, mais confia le quotidien de l'Empire à des diplomates dont les lettres cunéiformes, les tablettes d'Amarna, révèlent un réseau d'alliances, d'échanges d'épouses et d'envois d'or. Son fils Aménophis IV, plus connu sous le nom d'Akhénaton, bouleversa la tradition, proclamant Aton, disque solaire, seul dieu et abandonnant Thèbes pour une nouvelle capitale, Akhétaton. L'art d'Amarna allongea les silhouettes et montra la famille royale dans des scènes domestiques intimes, mais le zèle monothéiste d'Akhénaton aliéna les prêtres et compromit peut-être l'emprise de l'Égypte au dehors. Après sa mort, le règne de 9 ans de Toutankhamon vit un retour à l'orthodoxie. Sa petite tombe, remplie à la hâte de masques d'or, de chars et de lampes d'albâtre, offre un rare instantané intact de la richesse royale. La 19e dynastie rétablit la vigueur militaire. Séti Ier mena campagne loin en Syrie. Son fils Ramsès II affronta les forces hittites à Kadesh sur l'Oronte vers 1274 avant notre ère. Bien que la bataille se soldât par une impasse, Ramsès fit graver sur tous les grands temples des reliefs, proclamant son triomphe personnel, puis conclut un traité de paix, le plus ancien accord international conservé, avec le roi hittite Hattusili III. Ramsès épousa une princesse hittite, renforça les frontières septentrionales et détourna des ressources vers des chantiers monumentaux à l'échelle pharaonique, la salle hypostyle de Karnak, les temples rupestres d'Abou Simbel et une nouvelle capitale dans le delta, Pi-Ramsès. Son règne de 66 ans fit de l'Égypte le spectacle du Proche-Orient. Pourtant, des signes de tension s'accumulèrent. Des registres de rations de grains à Deir el-Médina révèlent des paiements retardés. Des ouvriers des tombes lancèrent la première grève de travail, attestée à l'an 29 du règne de Ramsès III, se plaignant de rations de pain non versées. Les menaces extérieures s'intensifièrent, des tribus libyennes pressaient la frontière occidentale et une coalition que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer ravagea le delta. Ramsès III les repoussa lors d'une bataille navale spectaculaire représentée à Médine-Abou, mais la victoire n'apporta aucun répit durable. Vers 1070 avant notre ère, le nouvel empire se fractura. Les grands prêtres d'Amon gouvernèrent Thèbes, tandis que des princes du delta se parèrent du titre de pharaon. Même en déclin, le nouvel empire laissa un dernier éclat culturel. Le livre des morts atteignit sa forme canonique. Les trésors de Toutankhamon, redécouverts en 1922, ravivèrent la fascination mondiale. Et les colosses de pierre, comme les colonnes hypostyles, restèrent si imposants que des touristes grecs du premier millénaire avant notre ère crurent que des géants avaient dû les dresser. Des expériences patientes de Snéfrou à la propagande colossale de Ramsès II, les bâtisseurs d'Égypte ont fusionné théologie, ingénierie et art de gouverner pendant 15 siècles, faisant de la vallée du Nil un monument vivant qui façonne encore notre image de l'Antiquité. Les chroniques chinoises situent le premier trône héréditaire, la dynastie Xia, sur le fleuve jaune des siècles avant tout témoignage indépendant. Des textes de l'époque Chu postérieure nomment Yu le grand dompteur des crues et fondateur, énumèrent 16 successeurs et condamnent le dernier roi Xia comme un tyran renversé par les Shang. L'archéologie offre des indices alléchants mais non concluants. Les niveaux urbains d'Erlitou dans le Hénan, vers 1900-1500 avant notre ère, montrent de vastes salles palatiales en charpente sur des terrasses de terre battue, des fonderies de bronze et des jades incrustés de turquoise qui correspondent aux dates et à l'échelle d'un proto-État. Certains chercheurs chinois identifient Erlitou à Xia en soutenant qu'une dynastie laisserait difficilement des inscriptions alors que l'écriture était encore en gestation. Beaucoup de savants occidentaux répondent que l'existence de palais ne prouve pas une dynastie appelée Xia,
et rappelle que la plus ancienne écriture chinoise, les inscriptions oraculaires de la fin des Shang sur os et plastrons de tortue, ne mentionne jamais de souverain antérieur aux Shang. Tous s'accordent à dire que vers 1700 avant notre ère, la plaine de Chine du Nord abritait une culture du bronze stratifiée, organisée autour d'un pouvoir lignagère, de champs de mil irrigués et d'un commerce fluvial. La scène était prête pour la première monarchie pleinement documentée. Vers 1600 avant notre ère, une coalition de chefs de guerre conduite par le roi Tang vainquit le dernier souverain Xia et fonda une nouvelle capitale à Zhengzhou, qui se déplaça ensuite vers le nord-est à Yin, l'actuel Hanyang. Là, entre environ 1250 et 1046 avant notre ère, toutes les composantes de la haute civilisation de l'âge du bronze convergèrent. Des milliers d'omoplates et de plastrons de tortues, fendus par la chaleur et gravés de requêtes lapidaires, conservent l'ordre du jour quotidien de la cour Shang. Les rois demandaient si les ancêtres approuvaient une chasse, si un accouchement serait sûr, ou quel jour choisir pour attaquer des ennemis nommés Qiang ou Kuei. Le motif des fissures faisait office de verdict. Un scribe incisa ensuite la question, le résultat et parfois l'accomplissement. Ces os oraculaires révèlent une écriture syllabique d'environ 1000 caractères, ancêtre direct du chinois moderne, et fixent une généalogie royale conforme aux annales postérieures, se terminant avec Dixin, dernier roi Shang. Les bronzes Shang sont monumentaux, trépieds dignes carrés, vases zun en forme de chouette et haches de combat au féroce masque Taoti. La fonte au moule à pièces permettait un décor en relief impossible par la cire perdue et certains vases dépassent 800 kg. Une telle métallurgie exigeait d'énormes quantités de combustible, le transport de minerais depuis des mines lointaines et la mobilisation de la main-d'œuvre, le tout sous contrôle royal. Dans les tombes, des ensembles complets de bronze reflètent le service de banquet utilisé de son vivant, affichant le statut jusque dans la mort. La divination exigeait compensation. Les textes oraculaires précisent couramment sacrifice de 10 captifs, 3 chiens ou 100 bovidés. Les fouilles des tombes royales confirment l'échelle. Des fosses à Hanyang contiennent des rangées de prisonniers décapités et des chars attelés. La tombe richement dotée de la générale reine Fu Hao renfermait 16 suivantes sacrifiées et des équipements de guerre, soulignant que des femmes d'élite pouvaient commander à la fois des armées et des rites. Les rois Shang menaient des campagnes saisonnières, capturant des prisonniers pour tribut et sacrifices. Des attelages de chars, technologie des steppes importée récemment, servaient de plateforme de commandement mobile. Des hallebardes à pointe de bronze et des arcs composites armaient l'infanterie. Des villes fortifiées raccordées par des routes de terre formaient depuis la capitale un réseau rayonnant. Au milieu du XIe siècle avant notre ère, des blocs de puissants vassaux à l'ouest se rallièrent au clan Chou. Selon la tradition, le dernier roi Shang brûla ses trésors et se jeta dans les flammes après la défaite à Mouillé, vers 1046 avant notre ère. L'archéologie enregistre à Hanyang une couche de destruction coïncidant avec cette date. Pourtant, l'influence Shang perdura. Les souverains Zhou adoptèrent les formes rituelles en bronze et maintinrent même des rites pour les ancêtres Shang, concession au prestige de la maison déchue. Des nobles indo-européens s'emparèrent de Hattusa en Anatolie centrale vers 1650 avant notre ère et forgèrent le royaume hittite ancien. Après une éclipse d'un siècle, le roi Suppiluliuma Ier, vers 1350 avant notre ère, fit naître une grande puissance rivalisant avec l'Égypte et la Syrie. Des archives hittites en cunéiforme, 30 000 tablettes, consignent tout, des serments de traité prononcés devant le dieu de l'orage Tarhunta aux instructions pour les officiers de chars qui normalisèrent un équipage de chars lourds à 3 hommes. À Kadesh, 1274 avant notre ère, des chars hittites percutèrent les divisions de Ramsès II, conduisant au premier traité de paix conservé, gravé à la fois en akkadien et en hiéroglyphes égyptiens. Pourtant, les registres de grains de Hattusa parlent aussi de famine. Des lettres implorent des expéditions égyptiennes. Vers 1190 avant notre ère, Hattusa fut incendié. Sa population disparut, probablement victime d'une combinaison de sécheresse, de révoltes internes et de la pression des peuples de la mer. Des cités-États néo-hittites subsistèrent en Syrie, mais l'empire avait disparu.
En Crète, des entités politiques maritimes prospères bâtirent des palais labyrinthiques à Knossos, Phaistos et Zakros vers 2000-1004, 150 avant notre ère. Des cours centrales, des magasins remplis de jarres d'huile d'olive et des fresques montrant des bancs de dauphins et des sauteurs de taureaux révèlent une société orientée vers la redistribution et le spectacle rituel. Des tablettes en linéaire à catalogue des denrées mais demeurent indéchiffrées. L'absence d'iconographie guerrière et de murailles urbaines conduisit un temps les chercheurs à qualifier les Minoens de pacifiques, quoique des dépôts d'armes suggèrent le contraire. L'éruption volcanique de Terra, vers 1628 avant notre ère, dévasta flotte et campagne. Un siècle plus tard, les Grecs mycéniens submergèrent la Crète, réaffectant Knossos et écrivant une forme ancienne du grec, le linéaire B, les thèmes artistiques minoans. La double hache, la déesse au serpent, des motifs marins sinueux se diffusèrent dans tout l'Égée, alors même que l'autonomie de cette civilisation s'éteignait. Sur le continent grec, des cités-forteresses telles que Mycène, Pylos et Tyrinthe, vers 1600-1050 avant notre ère, élevèrent des murailles cyclopéennes et ensevelirent leurs dirigeants avec des masques d'or et des casques en défense de sangliers. Les tablettes en linéaire B montrent des bureaucrates palatiaux distribuant le bronze et des garnitures de chars, tandis que des lettres hittites nomment une puissance occidentale Aiyawa qui se mêle des affaires d'Anatolie, vraisemblablement mycénienne. Vers 1200 avant notre ère, des horizons de destruction balayent l'Égée. Les palais brûlent, les bureaux d'écriture cessent et les populations diminuent jusqu'à 75%. Des grappes de sécheresse, des tempêtes sismiques, des rébellions de l'intérieur et la migration des peuples de la mer trouvent toutes une prise dans les données. En l'espace d'une génération, l'alphabétisation disparut. La Grèce entra dans un âge obscur de plusieurs siècles que l'on ne se rappela plus tard que dans l'épopée comme l'âge des rois héroïques. Alors que des États hittites et égéens se faisèrent la guerre, Babylone gouvernée par des Amorites atteignit son apogée sous Hammurabi ayant régné de 1792 à 1750 avant notre ère. Il unifia la Mésopotamie centrale et méridionale, rénova des canaux et fit graver une stèle de diorite comportant 282 lois, le code de Hammurabi. Loin d'une simple loi du talion, le code graduait les peines selon la classe sociale, Awilou, Mouchkenou, Wardou, et protégeait veuves, débiteurs et orphelins. Parmi ces dispositions, les bâtisseurs dont les maisons s'effondraient répondèrent de leurs fautes de leur propre vie. Les médecins recevaient 10 cycles pour la guérison d'un noble, mais risquaient la mutilation de la main en cas d'erreur fatale. Après Hammurabi, la puissance babylonienne déclina, mais l'idée du roi garant de la justice persista, influençant les édits hittites, le droit d'alliance israélite et plus tard les décrets impériaux perses. Des fissures d'eau d'Anyang aux cours ornées de fresques de Knossos, des écoles de chars de Hattusa aux lois sculptées de Babylone, les sociétés de l'âge du bronze formaient une mosaïque serrée mais fragile d'échanges et de tribus. Entre 1200 et 1050 avant notre ère, sécheresse, migration et révoltes internes brisèrent de multiples nœuds de ce réseau. Dans le vide, des peuples de frontières maîtrisant la métallurgie du fer et de nouveaux ordres idéologiques, les Tchous, les Israélites, les Araméens, hériteraient d'un monde à la fois enrichi et cautérisé par l'essor spectaculaire de l'âge du bronze et par son effondrement fulgurant. Assur commença comme un modeste sanctuaire riverain dont les souverains s'enrichirent grâce au commerce caravanier. Leurs marchands acheminaient de l'étain et de la laine fine, du cœur du Tigre vers des bourgs de marché anatoliens, et les échangeaient contre de l'argent qui affluait directement dans les trésors du palais. L'argent achetait des soldats, et les soldats achetaient des terres à blé. Dès le XIVe siècle avant notre ère, les rois d'Assur avaient établi des postes fortifiés le long du Cabour et prélevaient des taxes sur chaque bac et chaque pré de fourrage apporté. Ces rois de la période médio-assyrienne gérèrent déjà la guerre comme une obligation annuelle. Des tablettes d'argile détaillent les levées jusqu'à la dernière pierre de fronde et la dernière jarre de bière, et un code de loi sévère gradue les peines selon le rang. Le fouet pour un paysan qui évite l'appel sous les drapeaux, l'empalement pour un gouverneur qui retient des troupes.
Des armuriers près d'Assur expérimentaient des tranchants en acier sémenté, tandis que la plupart des voisins moulaient encore le bronze. Une nouvelle doctrine naquit de ces fonderies. Le dieu Assur exigeait l'expansion. Se contenter de tenir le terrain était un échec spirituel. Cette doctrine mènerait l'Assyrie pendant les 500 années suivantes. Assur-Nazir-Pal II transféra la capitale à Kalou et reconstruisit l'armée de fond en comble. Les boucliers de bois cédèrent la place à du fer lamellé, des archers s'entraînaient à tirer en vague derrière des tours de cuir cru et d'osier. Des sapeurs apprirent à creuser des tunnels sous les murs tandis que des béliers montés sur roues martelaient au-dessus. La conquête devint un théâtre rituel. Après chaque victoire, le roi immolait des captifs, écorchait les chefs rebelles et tendait leur peau sur les portes de la ville, un avertissement gravé dans les cris autant que dans la pierre. Ses successeurs raffinèrent la conquête en politique. Salmanasar III suivait les coalitions rivales au Levant, inscrivant leurs nombres exacts de chars sur des stèles de victoire. Tiglath-Phalazar III s'empara du trône, découpa de grandes provinces en petites, fit tourner les gouverneurs chaque année et remplaça les levées saisonnières par un noyau permanent de piquiers et de lanciers. Les peuples conquis, arabes, israélites, araméens, furent déportés par dizaines de milliers et réinstallés comme paysans ou artisans au cœur de l'Empire. Le grain issu de ces transplantations remplissait les greniers de l'État. Leurs labeurs creusaient des canaux et élevaient de nouvelles forteresses. Sargon II bâtit une capitale modèle, Dour-Charoukine, avec des avenues droites et des casernes alignées, puis mourut au combat loin de ses portes. Son fils Sennachérib transféra la cour à Ninive, l'entoura de 18 km de murailles et détourna une rivière lointaine sur des aqueducs de pierre pour arroser les jardins royaux. Des reliefs de palais montrent le siège de Lachish en Juda, des rampes d'assaut grouillant d'infanterie, des défenseurs embrochés sur des lances à pointe de fer et des prisonniers défilant devant des tas de têtes tranchées. Assaradon porta la guerre en Égypte, s'empara de Memphis et installa des princes vassaux. Assurbanipal, dernier des grands rois guerriers lettrés, mit Thèbes à sac, écrasa une révolte babylonienne et trouva encore le temps d'approvisionner la bibliothèque royale en mythes de déluge et des traités médicaux. Pourtant la machine était à bout de souffle. Des rapports de terrain des dernières décennies se plaignent d'arriérés de soldes et de villages vidés par le labeur forcé. En 612 avant notre ère, une coalition de Mèdes et de Babyloniens enfonça les murs de Ninive. 3 ans plus tard, la dernière armée assyrienne s'effondra sur les rives de l'Euphrate. L'empire assyrien disparut, mais son plan directeur perdura. Gouverneurs provinciaux, routes militaires, déportations de masse et infanterie armée de fer devinrent l'arsenal standard de chaque État à venir, de Babylone à la Perse. Tandis que les armées assyriennes avançaient vers l'intérieur, une chaîne de ports indépendants, Byblos, Sidon, Tyr, maîtrisa la mer. Leurs charpentiers de marine allongèrent les quilles, ajoutèrent des avirons de gouverne double et cousirent les planches de coque avec du lin trempé de résine. La capacité de chargement devint elle-même une monnaie. Des contrats à tir consignent des hypothèques calculées en longueur de coque et largeur de pont. Depuis le littoral du Liban, teintures pourpres, poutres de cèdre et perles de verre prirent la mer vers l'Égypte et l'Espagne, et le paiement revint en cuivre, en étain et en argent. Pour étiqueter rapidement des amphores et des registres d'entrepôts, les scribes phéniciens réduisirent d'anciens symboles sémitiques à 22 consonnes. Le résultat fut un alphabet que n'importe qui pouvait apprendre en quelques semaines. Les marins emportèrent ces lettres partout où ils accostaient. Les Grecs empruntèrent les signes et y ajoutèrent des voyelles. Étrusques et Romains suivirent, et toutes les écritures occidentales modernes dérivent en fin de compte de ces traits phéniciens peints sur de modestes jarres de vin et d'huile. Dans les hautes terres de Canaan, des villages se coalisèrent en petits royaumes vers le IXe siècle avant notre ère. Au nord, la dynastie Omride éleva à Samarie un palais assez robuste pour impressionner des scribes assyriens qui baptisèrent le royaume Maison d'Omri. Quand Salmanasar V assiégea Samarie, son successeur Sargon annonça la déportation de 27 000 Israélites et réinstalla des étrangers à leur place, fracturant le royaume au-delà de toute réparation. Juda, plus petit et plus pauvre, survécut en payant tribut, du blé, de l'or et du lin, jusqu'à ce que le roi Ézéchias parît sur la révolte. Les armées de Sennachérib rasèrent 46 villes de Juda et enfermèrent Ézéchias à Jérusalem comme un oiseau en cage. La ville acheta la clémence avec l'argent du temple, mais la domination assyrienne était claire.
La prospérité sur la frontière levantine méridionale revenait à ceux qui maîtrisaient le rythme de la faveur impériale. Quand Babylone remplaça la Syrie, Juda se trompa sur le nouvel équilibre. Nabuchodonosor II prit Jérusalem, incendia le temple et emmena son élite vers l'est jusqu'au canot de Mésopotamie. En exil, des scribes tissèrent archives royales et traditions tribales en une alliance écrite qui survivrait à tous les empires qui les avaient humiliés. Preuve que les mots peuvent durer quand les murs s'effondrent. Le fer assyrien et les lettres phéniciennes suivirent des routes différentes, mais ensemble, ils remodelèrent le Proche-Orient. L'un donna aux États un modèle de gouvernement par la force et la paperasse. L'autre offrit aux marchands, aux prophètes et aux poètes la trousse d'écriture la plus simple que le monde eût encore vue. Des armées et des alphabets naquit l'âge suivant des empires et des écritures, des legs encore visibles partout où des alphabets modernes enregistrent les ambitions d'États modernes. Les bannières des Tchou claquaient au vent sur la plaine de Mouillé, tandis que des pointes de lance en bronze luisaient à la lueur des torches. En 1046, avant notre ère, le roi Wu des Tchou brisa la lignée des Chang, et, avec cette victoire, sa maison proclama une doctrine nouvelle. Le ciel n'accorde le pouvoir qu'aux justes. Le mandat du ciel fit plus que justifier la conquête Tchou. Il institua un baromètre politique. Le tonnerre, la sécheresse ou la rébellion pouvaient signaler que la vertu d'un roi avait failli et que la faveur du ciel s'était déplacée. Les souverains Tchéou occidentaux gouvernaient depuis Fong Ao sur la rivière Wei, récompensant par an et alliés par des fiefs. Chaque vassal bâtissait un temple ancestral, fondait des bronzes rituels et promettait un tribut saisonnier. Le système fonctionna tant que les rois Tchou détenaient la suprématie militaire, mais les rendements de grains et les milices locales appartenaient aux seigneurs, et au fil des générations, cette autonomie se durcit en indépendance. En 771 avant notre ère, une coalition de nobles mécontents et d'envahisseurs des steppes saccagea la capitale occidentale, forçant la cour des Tchéou à gagner l'Est à Loyang. Les rois Tchéou orientaux offraient encore des bénédictions lors des rites ancestraux, mais leur autorité s'était réduite au cérémonial. Environ 200 États régionaux ne répondaient plus qu'à leurs propres ambitions. Pendant la période des printemps et automnes, la lutte pour la primauté coexista avec une fin d'idées sans précédent. Confucius alla de cour en cour exhortant les souverains à gouverner par l'exemple moral, affirmant que l'harmonie croissait lorsque les pères agissaient avec bonté, les fils avec respect, les ministres avec loyauté. Mo Tse dénonça cette hiérarchie comme partiale et prêcha la bienveillance impartiale, tandis que les premiers taoïstes conseillaient aux dirigeants d'en faire moins, laissant l'ordre naturel prévaloir. Les outils de fer se diffusèrent dans les vallées fluviales, dopant les récoltes et multipliant les bouches à nourrir. Pour financer les armées, les États frappèrent des pièces en forme de bêches et ouvrirent des charges civiles aux roturiers capables de lire des lamelles de bambou. La compétition engendra le mécénat. Les ducs entretenaient des lettrés par des pensions dans l'espoir d'acheter des stratégies avec l'éloquence. Les 100 écoles de pensée fleurirent ainsi à l'ombre d'escarmouches incessantes. À partir de 475 avant notre ère, la Chine entre dans la période des royaumes combattants, une course aux armements longue d'une génération qui forgea la science de la stratégie. 7 royaumes dominants, Qin, Chu, Tsi, Yan, Han, Chao, Wei, alignèrent des armées par centaines de milliers. L'infanterie, armée d'épées de fer et d'arbalètes produites en série, remplaça les auriges aristocratiques. Des ingénieurs bâtirent des galeries de contre-mines et des tours de siège articulées. Les défenseurs entassèrent des remparts de terre de 10 mètres d'épaisseur. Sur des lamelles de bambou, des généraux étudiaient Sun Tse, dont l'art de la guerre distillait les campagnes en principes de tromperie, de mobilité et de choc psychologique. La véritable révolution se joua à l'arrière. Les États abolirent les rangs héréditaires, enregistrant chaque foyer, taxant directement les récoltes et promouvant les officiers selon le mérite acquis au champ de bataille. Les réformes de Changyang au Tsin allèrent au plus loin, récompensant les paysans qui dépassèrent les quotas, punissant les fonctionnaires dont les districts étaient en déficit et divisant les familles en groupes de responsabilité mutuelle qui se surveillaient les uns les autres jour et nuit. À la fin du IIIe siècle avant notre ère,
les commandants du Tsin pouvaient mobiliser et ravitailler un demi-million de soldats grâce à un maillage de routes convergeant vers la vallée de l'Ouei. En écrasant la cavalerie d'élite de Chao à Changping en 260 avant notre ère, puis en rompant les défenses fluviales de Chu, le roi Tsin-Cheng élimina le dernier rival en 221 avant notre ère. Il prit le titre de premier empereur, effaçant l'ordre féodal que les Cheu avaient jadis mis en mouvement. Loin vers l'ouest, sur le plateau iranien, un autre réformateur refaçonna la croyance elle-même. Zoroastre, prêtre itinérant peut-être du milieu du premier millénaire avant notre ère, prêchait que toute la création se tient entre deux pôles moraux, Ahura Mazda, seigneur de la vérité, et Angra Mainyu, esprit de destruction. Les êtres humains possèdent la liberté et le devoir de choisir la vérité par de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Le feu, symbole de l'achat, brûlait sur des autels à ciel ouvert. Après la mort, chaque âme franchirait le pont de Chinvat et affronterait le jugement. L'enseignement de Zoroastre rejetait le destin aléatoire au profit de la responsabilité éthique, un message qui résonna parmi les clans iraniens orientaux. Au VIe siècle avant notre ère, son vocabulaire du vrai et du faux irriguait les cours de rois perses en ascension qui invoquaient Ahura Mazda dans des inscriptions, prêtaient serment de maintenir l'ordre et condamnaient la rébellion comme drouge, mensonge. Cyrus le second de Perse transforma cette monarchie éthique en moteur de conquête. En 550 avant notre ère, il se révolta contre son suzerain Mède, prit Ecbatane et intégra les levées Mèdes dans une armée réorganisée de Perses, de Mèdes et de cavaliers alliés. En franchissant l'Anatolie, il vainquit le roi lydien Crésus à Sardes en 546 avant notre ère, puis frappa vers l'est, sécurisant la Bactriane et les vallées de l'Oxus. Quand Babylone se rendit en 539 avant notre ère, Cyrus entra en libérateur, promettant dans une proclamation royale de respecter les dieux locaux et de rapatrier les exilés. Plutôt que de déporter des populations, il installa des satrapes perses qui conservèrent les économies des temples existants, percevaient un tribut fixe en argent et répondaient à un corps d'inspecteurs royaux, les yeux et oreilles du roi. Une nouvelle grande route de Suse à Sardes permit à des courriers montés de parcourir 2500 km en à peine une semaine. Là où la domination assyrienne s'appuyait sur la terreur, l'administration perse mettait l'accent sur la prévisibilité. Les sujets pouvaient garder leur langue, leurs droits et leur culte tant que les impôts arrivaient et que l'ordre tenait. À la mort de Cyrus, en campagne contre des nomades des steppes en 530 avant notre ère, ses successeurs élargirent le modèle. Cambyse annexa l'Égypte, Darius normalisa les poids, frappa des pièces d'or d'Arik et commença à graver sa biographie sur les falaises de Behistun en 3 langues, proclamant qu'Ahura Mazda lui avait accordé le royaume pour punir le mensonge. La tolérance perse avait des limites. Xerxès rasa plus tard certains sanctuaires qu'il jugeait impies, mais l'ampleur de l'empire tenait moins à une homogénéité forcée qu'à un réseau routier partagé, une monnaie commune et la promesse du roi de garder la justice aux 4 coins du monde. À travers 2 continents, des ministres tchous, des satrapes perses, des réformateurs légalistes et des prêtres zoroastriens poursuivirent des réponses différentes à la même question de l'âge axial. Comment le pouvoir doit-il être justifié et géré dans des sociétés désormais beaucoup trop vastes pour se fonder sur les seules loyautés personnelles ? En Chine, la réponse résidait d'abord dans la faveur conditionnelle du ciel et finalement dans une loi uniforme maniée par un monarque central. En Iran, elle résidait dans la lutte cosmique pour la vérité, rendue manifeste par un roi qui gouvernait par l'équité et le respect de la diversité. Les 2 expériences forgèrent des mythes politiques durables, et toutes 2 produisirent des structures qui survécurent à leurs fondateurs, façonnant la gouvernance asiatique pour des millénaires à venir. En l'an 499 avant notre ère, les cités ioniennes d'Asie mineure se soulevèrent contre leurs satrapes perses et Athènes envoya un détachement symbolique pour contribuer à incendier Sardes. Le roi Darius Ier considéra ce coup de main comme une atteinte à la dignité impériale. Sa première expédition punitive longea la côte égéenne et fut brisée à Marathon en l'an 490 avant notre ère,
lorsque 10 000 hoplites athéniens s'élancèrent à découvert, emboîtèrent leurs boucliers et repoussèrent une armée perse plus nombreuse jusqu'à leurs navires. Une décennie plus tard, Xerxès, fils de Darius, revint avec une armée pluriethnique qui franchit l'Hellépont sur des ponts de bateaux et progressa par 2 itinéraires parallèles. Le roi spartiate Léonidas et un petit détachement de blocage retardèrent les Perses pendant 2 jours au défilé étroit des Thermopyles. Quand des éclaireurs locaux révélèrent un sentier de débordement, les Spartiates tinrent l'arrière-garde et furent taillés en pièces. Xerxès entra dans une Athènes évacuée et incendia des temples sur l'Acropole, mais la maîtrise de la mer restait décisive. Dans le détroit de Salamine, Thémistocle attira la flotte perse dans des eaux resserrées où les trirèmes grecques, plus courtes et plus maniables, s'élancèrent à l'aviron pour enchaîner les éperonnages. Les pertes perses convainquirent Xerxès de retirer l'essentiel de ses troupes. L'année suivante, une coalition de cités grecques vainquit le reste des forces terrestres perses au Platée et détruisit sa flotte de réserve à Mycale. La Perse conserva son empire, mais le récit s'inversa. De petites communautés de citoyens avaient tenu en respect la plus vaste monarchie du monde, victoire morale que les Grecs célébrèrent des générations durant. Le prestige d'Athènes, après les guerres, transforma la Ligue de Délos, à l'origine une alliance volontaire, en empire maritime, financé par le tribut. Chez elle, des réformes avaient déjà remplacé la politique des clans par des institutions qui donnaient à chaque citoyen mâle adulte un vote à l'Assemblée, des sièges tirés au sort dans les jurys, et le pouvoir d'exiler les tyrans potentiels par l'ostracisme. Sous l'homme d'État Périclès, une rémunération publique permit aux citoyens les plus pauvres de siéger au conseil et de ramer pour la flotte. L'argent des mines du Laurion et les versements de la Ligue financèrent les constructions civiques. Le Parthénon en marbre, de nouveaux longs murs reliant Athènes à son port, et de vastes stoas autour de l'agora. La vie intellectuelle s'épanouit dans ces mêmes espaces ouverts. Les dramaturges rivalisaient avec des tragédies qui exploraient l'hybris et la justice divine. Les comédies brocardaient aussi bien la politique que les philosophes. Hérodote recueillait des témoignages oraux sur des peuples lointains, tandis que le plus jeune Thucydide façonnait un style d'histoire analytique fondé sur la vérification des témoins oculaires. Les sculpteurs affinèrent la posture naturelle et le détail anatomique, les mathématiciens formalisèrent la géométrie, et les sophistes enseignèrent la rhétorique à quiconque pouvait payer, critiqués par Socrate, qui interrogeait motifs et méthodes sur l'agora. La démocratie n'était pas universelle. Les femmes, les esclaves et les métèques restaient exclus. Pourtant, l'appui du système sur le débat et la règle de la majorité a laissé un fond d'archives fait de décrets, d'inscriptions et de discours qui montrent le gouvernement comme un projet civique conscient plutôt qu'un privilège hérité. La domination athénienne alarma Sparte dont la puissance reposait sur des hoplites disciplinés et une main-d'œuvre ilote. Quand Corinthe et d'autres alliés pressèrent d'agir, Sparte déclara la guerre en l'an 431 avant notre ère. Athènes s'en remit à ses murs et à sa flotte, important du grain tout en menant des raids dans le Péloponnèse. Une peste à l'intérieur d'une ville surpeuplée tua Périclès et un quart de la population. Malgré tout, la guerre s'éternisa au gré d'alliances changeantes et d'une propagande idéologique. En l'an 415 avant notre ère, Athènes lança une grande expédition en Sicile pour trouver de nouveaux revenus. La force fut détruite à Syracuse et des subsides perses financèrent bientôt une flotte spartiate. Le blocus de Lysandre sur l'Hellespont coupa les voies de vitales d'approvisionnement en grains d'Athènes, et en l'an 404 avant notre ère, Athènes capitula. Le conflit laissa toutes les grandes cités épuisées, leurs trésors vides et leurs champs en jachère, ouvrant la voie à un royaume périphérique venu imposer de nouvelles règles. Quand Philippe II monta sur le trône de Macédoine en l'an 359 avant notre ère, son royaume formait un tampon entre les cités grecques au sud et les tribus thraces au nord. Philippe réorganisa la société autour d'une armée permanente financée par le contrôle royal du bois et de l'argent. Les fantassins s'exerçaient en une phalange dense maniant la sarisse, une pique 2 fois plus longue que la lance d'un hoplite. Appuyée par des coins de cavalerie des compagnons, la formation pouvait tenir et percer par des frappes coordonnées. Des ingénieurs mirent au point des catapultes à torsion et des tours de siège mobiles capables d'ouvrir des brèches dans des murs de pierre jusque-là réputés imprenables.
Sur le terrain diplomatique, Philippe épousa des princesses voisines, acheta des rivaux et se posa en chef d'une croisade panhellénique contre la Perse. À Chéronée, en l'an 338 avant notre ère, ses forces mirent en déroute une armée alliée d'Athènes et de Thèbes, mettant fin aux guerres entre cités indépendantes. À la tête de la Ligue de Corinthe, il commanda un front grec unifié, mais le poignard d'un assassin écourta son invasion programmée. Alexandre III, âgé de 20 ans, passa à l'action avec fulgurance. En l'an 334 avant notre ère, il franchit l'Hellespont avec environ 45 000 hommes, visita le site légendaire de Troie et bâtit des satrapes perses au fleuve Granique. Il balaya ensuite la côte vers le sud pour priver la Perse de bases navales. Le siège de la cité insulaire de Tyr exigea de construire une chaussée longue d'1 kilomètre. Après 7 mois, les murs tombèrent et la porte méditerranéenne appartint à la Macédoine. Couronné pharaon en Égypte, Alexandre fonda Alexandrie à l'embouchure du Nil, en choisissant son plan en damier et son port. Se tournant vers l'est, il rencontra le roi Darius III à Issos en l'an 333 et de nouveau à Gaugamel en l'an 331. Les 2 fois, le monarque perse s'enfuit et la structure de commandement de l'empire s'effondra. Babylone, Suse et Persépolis ouvrirent leurs trésors. Le réseau routier perse et l'administration satrapique passèrent presque intacts sous tutelle macédonienne. Au lieu de s'arrêter, Alexandre poursuivit une consolidation par la fusion. Il enrôla de la cavalerie iranienne, adopta certains rituels de cour et épousa Roxane de Bactriane, organisant plus tard à Suse des noces collectives entre officiers macédoniens et nobles perses. Des campagnes le poussèrent à travers l'Hindou-Kouch jusqu'au Pendjab. Au fleuve Hydaspe, il vainquit le roi Poros, puis rebroussa chemin à contre-cœur quand ses officiers refusèrent de marcher au-delà de la Béas. La marche de retour à travers le désert de Gédrosie coûta plus de vies que n'importe quelle bataille. À Babylone, Alexandre organisa des projets d'exploration de l'Arabie et d'intégration de colonies militaires, mais une fièvre l'emporta en l'an 323 avant notre ère, avant leur mise en œuvre. Il ne laissa pas d'héritier adulte, seulement un demi-frère et un fils à naître, et ses commandants prirent ce qu'ils purent. 40 ans de rivalité entre diadoques se résolurent en 3 monarchies durables. Les Ptolémées gouvernèrent l'Égypte depuis Alexandrie, mêlant l'administration grecque à l'imagerie pharaonique et exportant du grain à travers la Méditerranée. Les Séleucides héritèrent de la majeure partie des territoires asiatiques, fondant de nouvelles cités d'Antioche à Aïkanoum et publiant des décrets royaux en grec comme en araméen. Les Antigonides tinrent la Macédoine et une influence sur la Grèce continentale par des garnisons. Plus petits royaumes, Pergame en Asie mineure, Bactriane au-delà de l'Oxus, complétèrent la mosaïque. Malgré des guerres presque constantes, le monde hellénistique partageait une koiné grecque qui facilitait le commerce de l'Adriatique à l'Indus. Les philosophes développèrent le stoïcisme et l'épicurisme pour guider les individus dans des sociétés multinationales. Les mathématiciens à Alexandrie mesurèrent la circonférence de la Terre et codifièrent la géométrie. Les sculpteurs produisirent des formes dynamiques comme la Victoire ailée et le groupe du Laocoon. Le mécénat royal des bibliothèques, des phares et des observatoires transforma des villes en laboratoires de sciences et d'art. Politiquement fragmenté mais culturellement intégré, l'Ouakoumène hellénistique devint le conduit par lequel idées grecques, gouvernance perse, astronomie égyptienne et mathématiques mésopotamiennes se mêlèrent, et par lequel Rome rencontra pour la première fois un vaste monde oriental. L'onde hellénique s'avança ainsi par étapes. Des milices de citoyens arrêtant un empire, une démocratie atteignant son zénith créatif, des guerres intestines affaiblissant la terre ferme, une armée macédonienne redéfinissant les tactiques, et un seul commandant portant la langue grecque à travers 3 continents. Dans les États qui suivirent, la fusion plutôt que la conquête s'imposa comme l'héritage durable, posant des fondations intellectuelles et économiques dont la prochaine superpuissance méditerranéenne allait hériter et adapter. « 200 ans après que les vétérans d'Alexandre eurent quitté la vallée de l'Indus, une nouvelle dynastie indienne forgea son propre ordre continental. Chandragupta Maurya, qui n'était d'abord qu'un modeste aventurier dans le Magadha, détrôna le roi Nanda vers 322 avant notre ère.
Guidé par son stratège Chanakya, il établit à Pataliputra une cour royale dont les palissades de bois s'étendaient plus loin que les murailles de n'importe quel poli du monde grec. Les revenus affluaient d'un impôt foncier évalué par des arpenteurs royaux, de monopoles de la couronne sur le fer, le sel et les éléphants de guerre, et de barrières de péage le long des routes maîtresses qui se ramifiaient sur la plaine du Gange. Quand Séleucos Ier marcha vers l'est pour reprendre les conquêtes d'Alexandre en 305 avant notre ère, Chandragupta l'affronta avec une armée si vaste que le Macédonien échangea du territoire contre la paix, scellée par une alliance matrimoniale et le don de 500 éléphants caparaçonnés. Le petit-fils de Chandragupta, Ashoka, hérita de cet appareil en 268 avant notre ère et s'en servit pour conquérir Kalinga, un royaume côtier renommé pour ses bois durs et ses marins. La campagne réussit, mais laissa le champ de bataille jonché de cadavres et de captifs. Ashoka, selon sa propre inscription, contempla le carnage et éprouva remords. Il adopta le Dhamma, un programme éthique issu du bouddhisme mais destiné à toutes les croyances, et le fit connaître sur des colonnes et des parois rocheuses depuis l'Afghanistan jusqu'au sud de l'Inde. Rédigé en prakrit vernaculaire, ces édits enjoignent aux fonctionnaires de protéger la faune, de creuser des puits pour les voyageurs et de juger les procès sans hâte ni cruauté. Ils proclament aussi la tolérance religieuse. Toutes les sectes désirent la maîtrise de soi, on doit donc honorer les autres sectes. Ashoka continua de lever l'impôt et de garnir les frontières de garnison, mais sa politique après Kalinga passa de l'expansion à la persuasion morale. Il envoya des émissaires au Sri Lanka et à Alexandrie, réunit des conciles de moines et bâtit des maisons de repos le long des routes caravanières. Le châssis maurien fait d'espions, de cadastres et d'infanterie permanente demeura intact, mais son conducteur proclamait désormais la conquête par la droiture supérieure à la conquête par l'épée. Après la mort d'Ashoka en 232 avant notre ère, des factions de cour et des gouverneurs provinciaux s'éloignèrent et dès 185 avant notre ère, l'empire Maurya s'était fragmenté. Pourtant, les deux héritages jumeaux de l'empire et de la royauté éthique hantèrent la pensée politique indienne longtemps après la chute des colonnes. À l'autre extrémité de l'Asie, un État jadis tenu pour semi-barbare par ses voisins de l'Est porta à son accomplissement la science de la guerre affinée durant l'époque des royaumes combattants. Le Qin, adossé à la steppe septentrionale, avait déjà adopté les réformes de Shangyang. Répartition égalitaire des terres, responsabilité collective des foyers paysans, récompense pour les soldats qui prenaient des têtes ennemies, et arpentages cadastraux acheminant le grain directement à l'arsenal. Entre 230 et 221 avant notre ère, le roi Zheng anéantit 6 royaumes rivaux par des campagnes successives, puis se proclama Shi Huangdi, le premier empereur. Ayant mis fin aux partages féodaux, il divisa le royaume en commanderies dirigées par des magistrats salariés, chacune contrôlée par des inspecteurs itinérants. Pour effacer les différences régionales, il uniformisa la monnaie de bronze, l'écartement des essieux, les poids, les mesures, et même l'écriture elle-même, en promulguant de nouvelles formes de caractères que tout scribe pouvait lire. Des lieux de chaussée en terre damée convergeaient vers la capitale Dianyang, tandis que des équipes de corvées reliant d'anciens remparts frontaliers pour former la première longue muraille à travers la frontière septentrionale. Une politique culturelle parallèle visait la dissidence. Les copies privées de chroniques louant d'anciennes dynasties furent ordonnées confisquées. Certains lettrés qui défièrent l'édit furent exécutés, avertissement que l'ère des philosophies concurrentes s'était close dans la discipline légaliste. L'appétit de l'empereur pour la permanence s'exprima dans sa tombe. Aux abords de la Xi'an actuelle gît une ville enfouie, gardée par des milliers de soldats de terre cuite grandeur nature, dont chaque visage est modelé aussi distinctement que celui d'une recrue vivante. Une telle démesure exigea des quotas de récolte et des levées de corvées qui éprouvèrent les gens du commun. Au cours d'une tournée des provinces orientales en 210 avant notre ère, Shi Huangdi mourut. En moins de 4 ans, des mutineries renversèrent la dynastie. Pourtant, son ossature, administration en commanderie, écriture unifiée, routes artérielles, survécut à tous les royaumes chinois ultérieurs, preuve qu'une institution peut survivre à l'idéologie qui l'a façonnée. Le chef rebelle Liu Bang s'empara de la capitale en 206 avant notre ère et, devenu l'empereur Gaozu, adoucit la sévérité des Qin tout en préservant leur bureaucratie.
Au cours des 4 siècles suivants, interrompue seulement brièvement par l'usurpateur Wang Mang, la dynastie Han présida à une population qui approchait les 60 millions et à un territoire s'étendant de la Corée aux jungles du nord du Vietnam et aux dunes du bassin du Tarim. L'empereur Wu, régnant de 141 à 87 avant notre ère, transforma la défense en projection vers l'extérieur. Il finança des expéditions de cavalerie qui brisèrent les nomades Xiongnu, installa des colonies militaires au Gansu et ouvrit des garnisons le long du couloir du Hexi. En 138 avant notre ère, il dépêcha l'émissaire Zhang Qian pour chercher des alliés au-delà des Pamirs. Zhang revint une décennie plus tard avec des nouvelles des grands chevaux de Dayuan et des marchés bactriens pour la soie. Bientôt, des caravanes enfilèrent les oasis où des fonctionnaires Han frappèrent des tablettes douanières sur des bâtonnets de bois. Par la même route circulèrent du verre, de l'encens et, finalement, des moines bouddhistes. Chang'an, capitale des Han occidentaux, devint le terminus oriental de cette route de la soie. Ses marchés regorgeant de raisins d'Asie centrale et de verreries romaines, ses archives gonflant de registres fiscaux rédigés sur du papier tout juste inventé. Sur le plan intérieur, la dynastie fusionna l'administration légaliste avec l'éthique confucéenne. Une université impériale fondée en 124 avant notre ère enseigna les 5 classiques à des milliers d'étudiants qui passaient ensuite des examens pour accéder aux charges. Des monopoles sur le bronze, le sel et le fer financèrent les rites de cour et les guerres de frontières. Des sismographes et des clepsydres surveillaient la terre et le ciel. Des cercueils laqués préservaient les morts dans des tombes aristocratiques, tandis que des relevés astronomiques suivaient comètes et taches solaires pour les vivants. Dès le 1er siècle de notre ère, la soie chinoise atteignait les ports de Syrie où des auteurs romains s'alarmaient des pertes de métal précieux. En retour, les annales Han consignèrent une ambassade venue du Dakin qui remonta la rivière des Perles en 166 de notre ère. L'échange était indirect mais bien réel, reliant 2 mondes impériaux à la taille de l'Asie. Bien avant que les Han ne s'aventurent vers l'ouest, des confédérations d'archers à cheval avaient appris à taxer leurs voisins sédentaires par le raid, le traité ou le péage de transit. Les Xiongnu, sous Modu Chanyu, forgèrent le premier empire de ce type au nord de la Grande Muraille vers 209 avant notre ère, organisant les clans en ailes gauche et droite et les entraînant à feindre la retraite, à encercler puis à cribler l'ennemi de flèches. L'empereur Wu renversa l'arrangement. Une série d'offensives d'hiver repoussa les Xiongnu vers le nord, scinda la confédération et attira des tribus rivales à devenir des alliés des Han. Certains Xiongnu migrèrent vers l'ouest en direction de la steppe de l'Aral. D'autres s'installèrent comme semi-vassaux à l'intérieur de la Chine proprement dite. Ce schéma, guerre, alliance, relocalisation, fixa le modèle des relations sino-nomades pour un millénaire. Là où le plateau iranien rejoint la plaine mésopotamienne, la maison arsacide de Parthie s'éleva à partir d'archers montés qui avaient jadis servi sous les bannières séleucides. À la fin du IIe siècle avant notre ère, il s'était emparé de Babylone, avait adopté le titre de roi des rois et gouvernait une mosaïque de cités hellénisées et de domaines de clans iraniens. Les nobles parthes montaient à cheval au besoin, portant des arcs composites et des lances sous armure. À 453 avant notre ère, leurs archers à cheval attirèrent une armée romaine plus nombreuse sur la steppe ouverte, puis la détruisirent grâce aux fameux tirs parthes, fuite feinte suivie de flèches décochées par-dessus l'épaule. Pourtant, leur vraie puissance était géographique. Ils chevauchèrent la route caravanière est-ouest, taxant la soie en partance pour la Méditerranée et le métal précieux destiné aux avant-postes Han. Le grec resta une langue du droit urbain. Des sanctuaires du feu zoroastrien brûlaient sur les hauteurs, et les rois arsacides frappaient des monnaies qui arboraient des légendes grecques sur une face et des rois archers sur l'autre. Dans cet enchevêtrement de cultures, les marchandises circulaient plus sûrement que les armées, et les marchands étaient les ambassadeurs les plus sûrs entre Rome et la Chine. Au cœur de l'Ancien Monde, 3 grands empires bureaucratiques, Maurya, Qin-Han et Parthes, apprirent chacun à souder des peuples divers sous un même toit fiscal et juridique, tandis que des confédérations des steppes défiaient chaque frontière agraire. Des colonnes d'Ashoka au relais de la route de la soie, des lois du légisme au péage caravanier parthes, l'Asie perfectionna l'art de gouverner à l'échelle d'un continent et l'habitude d'échanger des idées à travers les déserts et les montagnes. Ce qui avait commencé comme des campagnes de domination se termina en réseau de routes,
d'écriture et de croyances destinées à survivre au trône qui les avait édifiés. Quand le cri imaginé d'une louve résonnait encore dans les vers des conteurs, la Rome réelle n'était qu'un groupe de cabanes sur le coude du Tibre. À la fin du VIe siècle avant notre ère, ces rois avaient élevé des murailles de pierre, asséché le forum marécageux et tracé une frontière sacrée, le Pomerium, autour d'une bourgade en plein essor. Pourtant, le dernier monarque, Tarquin le Superbe, régna par la peur et laissa un goût amer. En 509 avant notre ère, les grandes familles l'expulsèrent et proclamèrent qu'aucun homme ne serait plus jamais roi. Ils remplacèrent la souveraineté héréditaire par un duo annuel de magistrats élus appelés consuls, chacun pouvant opposer son veto à l'autre, tous deux contrôlés par un sénat d'anciens et par des assemblées populaires capables de voter des lois et de rendre la justice. La République naquit moins comme une démocratie que comme une oligarchie bridée par les procédures, mais sa mécanique se révéla étonnamment résiliente. Pendant 2 siècles, le nouvel État livra des guerres successives qui rattachèrent l'Italie centrale à un même système. D'abord vinrent des combats contre les cités latines voisines, réglés par des traités qui accordaient une citoyenneté partielle et réclamaient des soldats pour les guerres de Rome. 3 guerres samnites suivirent, affrontements brutaux dans les Apennins centraux qui apprirent aux commandants romains à construire des routes fortifiées et à déployer des légions manipulaires souples plutôt que les rigides formations hoplitiques d'autrefois. En 280 avant notre ère, le roi Pyrrhus d'Épire franchit l'Adriatique avec des éléphants de guerre pour défendre les colonies grecques du sud. Ces victoires furent si coûteuses que Pyrrhic désigna dès lors pour toujours l'art de gagner en perdant. Lorsqu'il repartit chez lui, Rome incorpora la Grande Grèce et se retrouva maîtresse de la péninsule de l'Arno au détroit de Messine. La maîtrise de l'Italie entraîna Rome dans la Méditerranée plus vaste, et là elle rencontra Carthage. Les navires de guerre de la cité punique surveillaient les routes commerciales de l'Hispanie à la Sicile. Ces marchands faisaient commerce d'argent, de blé et de pourpre, et son conseil dirigeant recrutait des mercenaires par dizaines de milliers. En 264 avant notre ère, un différend à propos de Messine déclencha la première guerre punique. Rome, novice sur mer, copia une quinquérème carthaginoise capturée, produisit des flottes en série et transforma les combats navals en affrontements terrestres flottants en installant des passerelles d'abordage appelées corbeaux. Après 23 années harassantes, Carthage céda la Sicile, première province d'outre-mer de Rome, et perdit bientôt la Sardaigne et la Corse pour prix de sa défaite. La paix dura à peine une génération. En 218 avant notre ère, Hannibal Barca fit traverser à une armée l'Hispanie puis les Alpes dans la neige et le silence, débouchant en Italie avec des éléphants de guerre et une cavalerie ibérique. À la Trébie, au lac Trasimène et enfin à Cannes, il anéantit des légions romaines par des tactiques d'encerclement encore étudiées dans les écoles militaires. La panique secoua la République, mais ses institutions tinrent bon. Le Sénat refusa toute négociation, leva de nouvelles armées et adopta la stratégie de temporisation de Fabius Maximus. Harceler les Carthaginois, éviter la bataille rangée, les priver d'alliés. Pendant ce temps, Publius Cornelius Scipion, plus tard surnommé l'Africain, porta la guerre en Hispanie puis sur le sol africain. Quand Hannibal rentra précipitamment, Scipion le vainquit à Zama en 202 avant notre ère, privant Carthage de son empire et de sa flotte. La victoire laissa Rome dominante, mais inquiète. Des provinces en Hispanie et en Grèce réclamèrent des gouverneurs. Le trésor se gonfla d'indemnités et d'argent ibérique. Des soldats vétérans rentrèrent pour découvrir que les petites exploitations avaient été englouties par des domaines latifundiaires cultivés par des captifs de guerre. La tension sociale s'embrasa. En 133 avant notre ère, le tribun Tiberius Gracchus tenta de redistribuer les terres publiques. Une foule sénatoriale le roua de coups à mort, inaugurant un siècle où politique et violence se mêlèrent. Son frère Gaius connut un sort semblable. Gaius Marius, général populiste, ouvrit les légions aux sans-terre et les récompensa par le butin et des lots de terres conquises, forgeant une loyauté personnelle entre les troupes et leurs chefs plutôt qu'envers l'État.
Des affrontements civils éclatèrent entre Marius et le patricien Sylla, qui en 82 avant notre ère marcha sur Rome, afficha des listes d'ennemis à exécuter et régna en dictateur avant de se retirer dans un triomphe inquiet. De ces turbulences émergèrent des ambitieux patrons qui se posaient en sauveurs. Crassus écrasa la révolte servile de Spartacus mais mourut en partie. Pompée purgea la Méditerranée orientale de ses pirates et réorganisa l'Asie mineure. Leur alliance bancale avec un Jules César en pleine ascension, scellée dans le premier triumvirat, s'effondra quand la conquête de la Gaule lui apporta des richesses et une armée farouchement dévouée. Sommé de licencier ses légions, il franchit le Rubicon en 49 avant notre ère avec cette brève déclaration « Le sort en est jeté ». La guerre civile s'acheva à Pharsale lorsque César mit Pompée en déroute, lequel s'enfuit en Égypte et fut assassiné sur le rivage. César suivit, folâtra avec Cléopâtre, réforma le calendrier, agrandit le Sénat et accepta le titre de dictateur à vie. Des sénateurs qui redoutaient de la monarchie répondirent par les couteaux aux ides de mars 44 avant notre ère. Ils tuèrent l'homme, mais non la crise. République et empire se tenaient désormais de part et d'autre d'une lame de rasoir. L'héritier de César, le jeune Gaius Octavius, bientôt Octave, s'associa à Marc-Antoine et à Lépide dans un second triumvirat qui légalisa la vengeance. Les proscriptions financèrent leurs armées. À Philippe, ils écrasèrent les assassins de César. Lépide glissa vers l'insignifiance, laissant à Antoine le gouvernement de l'Orient et à Octave celui de l'Occident. La liaison d'Antoine avec Cléopâtre VII alarma l'opinion romaine. Octave s'empara du terrain moral, présenta le couple comme des despotes orientaux et remporta à Actium une victoire navale décisive en 31 avant notre ère. L'année suivante, Antoine et Cléopâtre moururent à Alexandrie et Octave rentra à Rome unique vainqueur. Plutôt que d'exiger la royauté, il façonna le consensus. En 27 avant notre ère, le Sénat lui décerna le titre honorifique d'Auguste, le Vénérable, et le contrôle des provinces clés de l'Empire. Un second compromis, en 23 avant notre ère, lui accorda la puissance tribunicienne à vie et le commandement des armées sans le titre inflammatoire de roi. Auguste professionnalisa les légions avec des engagements à durée fixe et des pensions financées par un impôt sur les successions. Il institua la garde prétorienne pour protéger le détenteur du pouvoir, et, avec le temps, faire et défaire les empereurs, et lança des programmes de construction qui transformèrent, selon sa propre fanfaronnade, une ville de briques en une ville de marbre. Les poètes saluèrent un nouvel âge d'or. Virgile retraça le destin de Rome depuis le Troyen aîné. Tite-Live écrivit une histoire qui exalta la vertu civique. Horace promit des monuments plus durables que le bronze, et Auguste assura aussi des frontières. Les aigles romains avancèrent jusqu'au Danube, puis jusqu'à l'Elbe, tandis qu'une zone tampon de royaumes clients protégeait la Syrie de la cavalerie parthe. Sa délicate architecture du pouvoir perdura, et pendant 2 siècles, la Méditerranée connut ce que les historiens postérieurs appelèrent la paix romaine. Des routes filaient en flèche du pont Milvius jusqu'à l'Écosse et aux cataractes du Nil, patrouillées par des courriers à cheval capables de porter un message sur 100 km en une journée. Des aqueducs franchissaient les vallées pour verser de l'eau pure dans des cités denses, des amphithéâtres et des thermes standardisèrent les loisirs de la Lusitanie à la Cappadoce. Le latin devint la langue du droit et de l'administration en Occident, le grec la langue commune du commerce et du savoir en Orient. Les élites provinciales envoyaient leurs fils étudier la rhétorique à Rome, siégeaient dans les conseils municipaux et accédaient au rang sénatorial, tissant ensemble empire et ambition. La citoyenneté, jadis privilège de naissance jalousement gardé, s'étendit d'abord aux alliés italiques, puis aux vétérans des légions, et finalement, sous Caracalla en 212 de notre ère, à presque tout homme libre, un acte autant fiscal qu'idéologique qui universalisa l'identité romaine. Des caravanes commerciales portaient poivre et soie vers les marchés d'Ostie. Des flottes céréalières traversaient depuis Alexandrie pour nourrir 1 million de bouches. L'huile d'olive hispanique et le vin gaulois emplissaient des amphores empilées dans des entrepôts le long du Tibre. Le culte impérial offrait une liturgie civique qui transcendait les dieux ethniques. Sacrifié au génie de l'empereur, s'était affirmé sa place dans une vaste communauté politique. Les légions tinrent la ligne au Rhin et à l'Euphrate.
leur camp ensemençant de futures villes européennes, leurs vétérans dotés de terres qui latinisaient les frontières. Des codificateurs du droit distillèrent des siècles de précédents en principes de contrat, de propriété et d'État des personnes qui façonnèrent la jurisprudence bien après la chute de Rome. Pourtant, même à son midi, l'Empire portait les graines du crépuscule, des guerres de frontières coûteuses, des crises de succession, une autonomie provinciale croissante. Cela relève de chapitres ultérieurs. De l'expulsion des rois à l'instauration stabilisée du règne des Césars, Rome expérimenta toutes les formes de gouvernement, monarchie écartée, république improvisée, dictature trébuchante et principat perfectionné, tout en unissant la Méditerranée par un réseau de routes, de lois et de récits encore visibles dans les pierres de ces ponts survivants et dans les rythmes de la parole moderne. Pendant les premiers siècles de notre ère, de grands foyers de puissance prospérèrent loin des forums de marbre de Rome ou des capitales murées de la Chine. Des royaumes qui reliaient des régions entières, inventaient de nouveaux styles artistiques et faisaient voyager les idées par-delà montagnes et mers. Au nord de l'Hindou-Kush, le royaume Kushan s'éleva des cendres d'anciennes confédérations nomades. Son deuxième souverain, Vima Kadphises, frappa des monnaies d'or portant à la fois des lettres grecques et l'image de Shiva, emblème de la facilité avec laquelle cet empire mêlait les cultures le long des routes de la soie. Sous Kanishka, qui régna au début du IIe siècle, des villes caravanières comme Taxila et Peshawar fourmillaient de marchands iraniens, de verreries romaines et de soie chinoise. La cour de Kanishka patronnait des moines bouddhistes en sanskrit et en gandhari, dépêchant des missionnaires qui portaient des reliquaires portatifs jusqu'en Asie centrale. Un de ces stupas, le Mahavihara de Kanishka à Peshawar, aurait culminé plus haut que n'importe quelle pagode de Chine et devint une ruche de pèlerins traduisant les écritures dans de nouvelles langues. En combinant cavalerie des steppes, administration iranienne et religion de l'Inde, les Kushans firent du Haut-Indus une charnière entre l'Asie du Sud et l'Asie centrale. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la haute cuvette du Mexique central, Teotihuacan émergea vers le 1er siècle de notre ère comme la première véritable métropole mésoaméricaine. Son avenue principale, appelée plus tard l'avenue des Morts, s'étirait sur 2 km et servait d'axe à des pyramides dédiées au soleil et à la lune. Les habitants vivaient dans des ensembles d'appartements décorés de fresques de serpents à plumes et de singes araignées. Des ateliers d'obsidienne fournissaient des lames échangées à des centaines de kilomètres. Aucun tombeau royal n'identifie un souverain unique, indice que l'autorité aurait pu reposer sur des conseils de lignage corporatifs plutôt que sur un roi. Les armées de Teotihuacan marchèrent pourtant loin. Des papillons de guerre peints apparaissent sur des stèles dans la lointaine cité maya de Tikal, témoignage que les soldats de Teotihuacan renversèrent un jour des dynasties locales et installèrent des héritiers alliés. Quand les palais de la grande ville brûlèrent au VIe siècle, des réfugiés disséminèrent ces styles architecturaux, la façade talus-tablero et les céramiques orangées à parois fines, à travers le plateau mexicain, assurant que son éclat culturel survivrait longtemps à sa vie politique. Dans les basses terres tropicales à l'est de Teotihuacan, des seigneurs mayas gravaient des vantardises dynastiques dans le calcaire sur des sites tels que El Mirador et Calakmul. Au IIIe siècle de notre ère, des scribes consignant naissance royale et bataille avaient affiné un calendrier vigésimal qui emboîtait un cycle solaire de 365 jours avec un compte rituel de 260 jours. Des prêtres astronomes suivaient Vénus dans les ciels du matin et du soir, calant les guerres sur le lever héliaque de la planète. Des terrains de jeu en pierre résonnaient du choc sourd des balles de caoutchouc lors de jeux rituels qui mettaient en scène le renouveau cosmique. Les cités-États s'unissaient rarement longtemps. Elles forgeaient plutôt des alliances mouvantes scellées par des mariages royaux. Chaque victoire étant gravée sur des stèles avec des dates exactes du compte long qui permettent aux épigraphistes modernes de lire leur histoire jour après jour. Une sécheresse après l'an 800 de notre ère mettrait ces royaumes à rude épreuve, mais pendant la période du classique ancien, leurs temples en pierre à encorbellement et leurs livres de papier d'écorce étaient autant d'expériences montrant jusqu'où une civilisation de forêt tropicale pouvait se complexifier. Loin à l'est, le royaume d'Aksum prospéra sur le plateau rocheux du nord de l'Éthiopie.
Des caravanes de chameaux chargés d'ivoire, d'encens et de perles de verre descendaient ces cols vers le port de la mer Rouge d'Adouli, où des marchands de langue grecque marchandaient des cargaisons à destination de l'Égypte romaine et du golfe Persique. Des rois aksoumites frappèrent des monnaies d'or et d'argent, d'abord avec des emblèmes païens de disques et de croissants, puis avec des croix après que le roi Ezana eut adopté le christianisme au IVe siècle. Des stèles taillées dans des dalles uniques de granit marquaient des tombes royales, certaines s'élevant à 30 mètres avant que séisme et temps ne les fassent choir. Maîtrisant à la fois l'agriculture des hautes terres et les entrepôts côtiers, Aksum faisait l'intermédiaire entre le monde méditerranéen et les routes de mousson de l'Inde, prouvant que l'Afrique au sud du Sahara participait avec vigueur au commerce et aux religions de la fin de l'Antiquité. Tandis qu'Aksum reliait des mers, la dynastie Gupta présidait à un âge classique sur le sous-continent indien. Vers 320 de notre ère, Chandragupta Ier s'unit par mariage au puissant clan Lishavi de la plaine du Gange et se mit à se titrer Grand Roi des Rois. Il régna depuis Pataliputra, où des palissades de bois avaient autrefois protégé les cours mauryennes. À présent, des remparts de briques défendaient jardins, monastères et un atelier monétaire royal versant des deniers d'argent calqués sur d'anciennes émissions indo-grecques. Son fils Samudragupta, dont des inscriptions postérieures se souvinrent comme d'un roi poète, mena campagne le long de la côte orientale, acceptant tribut des chefs des forêts comme des monarques insulaires. Au lieu d'annexer chaque territoire, il réinstalla des dirigeants locaux comme féodataires, tissant la loyauté par la hiérarchie rituelle plutôt que par des garnisons permanentes. Le mécénat culturel atteignit de nouveaux sommets sous Chandragupta II, dont le règne ouvrit les dernières décennies du IVe siècle. Des piliers de fer forgés près de Delhi résistèrent à la corrosion pendant des siècles, une éclatante démonstration d'un savoir-faire métallurgique égal à celui de n'importe quelle civilisation du monde antique. La littérature sanskrite fleurit dans les assemblées de cour. Le dramaturge Kalidasa composa des pièces dont les héros erraient tour à tour sur les sommets himalayens et dans les royaumes célestes, fixant des canons esthétiques pour un millénaire. Des mathématiciens à Ujjain traitèrent le zéro comme un chiffre, mirent au point des algorithmes pour les racines carrées et calculèrent pi avec une précision rivalisant avec des estimations hellénistiques. L'astronome Aryabhata proposa que la Terre tournait sur son axe et attribua les éclipses aux ombres de corps célestes plutôt qu'à des dragons mythiques. Des monastères bouddhistes à Nalanda s'étendirent en une université résidentielle attirant des étudiants du Sri Lanka, de Java et de la lointaine Chine. Pourtant, les Gupta eux-mêmes penchèrent vers une synthèse hindoue revivifiée. Des temples de pierre évoluèrent à partir de prototypes en bois vers des shikaras, de hautes flèches symbolisant des montagnes sacrées, tandis que des sculpteurs gravaient des panneaux de grès représentant Krishna soulevant la colline de Govardhan ou Shiva dansant le cycle cosmique. Des pèlerins qui empruntèrent le chemin de circumambulation voyaient les récits à la suite, une écriture visuelle accessible aux fidèles laïcs comme aux savants. Une stabilité politique permit aux artisans de se spécialiser. Des tisserands de soie au Bengale, des sculpteurs d'ivoire chevronnés à Mathura, des orfèvres au Malois. Des corporations fixaient les salaires, collectaient des cotisations pour des sanctuaires communs et frappèrent parfois leur propre monnaie de cuivre. Des marchands au long cours, qui passaient par des bureaux de douane Gupta, emportèrent des manuels sanscrits de poids et d'arithmétique, diffusant la notation décimale à travers des réseaux marchands s'étendant jusqu'en Asie du Sud-Est, où des écritures influencées par les Gupta apparaissent sur des stèles cambodgiennes anciennes. Même cet ordre doré connut des tensions. À la fin du Ve siècle, des incursions des Huna percèrent à la frontière du nord-ouest, renversant des gouverneurs provinciaux et vidant le trésor. Des princes locaux recouvrèrent leur autonomie. Des concessions de terre à des temples brahmaniques érodèrent de l'assiette fiscale. Des canaux d'irrigation s'envasèrent, faute d'une supervision centrale. Pourtant, les canons intellectuels et artistiques forgés sous les Gupta perdurèrent. Des sculptures de style Gupta voyagèrent avec des moines vers Java et avec des marchands vers la Thaïlande. Le sanskrit demeura la langue de la science et de la diplomatie à travers l'Asie du Sud et du Sud-Est, longtemps après que les cours Gupta se furent tus. Au-delà du monde méditerranéen, donc, des mosaïques impériales prirent des formes distinctes. Le syncrétisme Kuchan le long de la route de la soie, l'urbanisme mésoaméricain à Teotihuacan, des chroniques mayas, des rois et des constellations, Satimbi Tezekialisne,
un monayage aksumite sonnant d'une mer à l'autre, et des États Gupta où poésie et algèbre partageaient le même sceau royal. Chacun tissait des fils régionaux dans la trame plus large de l'Antiquité, prouvant que la vie urbaine avançait, l'échange à longue distance et des accès d'intuition scientifique étaient des phénomènes mondiaux, non le monopole d'une seule mer ni d'un seul empire. La Perse sassanide émergea en 224 de notre ère lorsque Ardashir, un grand notable provincial originaire de la Perside, vainquit le dernier roi Arsacide et raviva le souvenir de la grandeur achéménide. Son fils Shapur Ier poussa vers l'ouest par des raids éclairs, déborda des forteresses romaines sur l'Euphrate, s'empara d'Antioche et en 260 captura vivant l'empereur Valérien, la première et unique fois qu'un souverain romain entra en captivité perse. Des reliefs sculptés à Naksh-e-Rustam montrent encore le captif agenouillé tandis que des nobles perses observent dans un grave silence. Ce triomphe sans rançon annonça que le pouvoir au Proche-Orient avait basculé. Les chahs suivants investirent dans des villes frontalières fortifiées appelées Sassan, dans des canaux sur le Tigre et dans une bureaucratie qui consignait les concessions foncières sur des rouleaux de cuir scellés par des bulles d'argent. Sous Kavadh Ier et son fils redoutable Khosrow Ier, l'Empire atteignit un zénith bureaucratique. Des arpenteurs fiscaux évaluaient chaque parcelle, des cavaliers recevaient des rations d'État et des médecins de l'Académie de Gondé-Chapour traduisaient des textes médicaux grecs en moyen perse. Pendant 4 siècles, la frontière entre Rome et la Perse ne se calma que lors de brèves trêves. La guerre d'Anastase s'ouvrit en 502, la guerre d'Ibérie en 526, la guerre dite longue s'aggrava en 572 et saigna les deux empires pendant 6 décennies. Quand Khosrow II occupa l'Égypte et campa à portée de vue des murailles de Constantinople en 626, le rêve d'un domaine achéménide restauré parut plausible. Pourtant, les levées du Shah étaient surmenées et sa cour minée par les factions. L'empereur Héraclius lança une contre-offensive par l'Arménie, pilla les faubourgs de Ctésiphon et en 628 contraignit la Perse à restituer ses gains. Aucun vainqueur ne put célébrer. Le trésor de la Perse était vide, ses provinces couvaient encore. Les levées de Rome étaient épuisées, ses navires céréaliers perdus. 2 superpuissances s'étaient mutuellement réduites en ruine à la veille d'une nouvelle foi arabe que ni l'une ni l'autre ne percevaient encore. Tandis que la Perse et Rome se livrèrent des sièges, la Chine se fractura en 3 États rivaux. Le dernier souverain Han abdiqua en 220 de notre ère, laissant les généraux se proclamer eux-mêmes. Wei de Cao gouverna le nord depuis Luoyang, Shuan tint le bassin du Sichuan et le Wu oriental commanda le bas Yangtze. Les batailles des falaises rouges et de Yiling tranchèrent peu. Les armées rassemblées s'appuyaient sur des arbalètes à répétition et sur des épées de fer produites en masse, mais la géographie et les barrières fluviales prolongèrent l'impasse. Dans la vie civile, l'invention s'accéléra. Des ingénieurs réglèrent des vannes sur le fleuve Jaune. Des mécaniciens perfectionnèrent des soufflets à piston pour les hauts fourneaux et des lettrés compilèrent des formules médicales dans le canon du Pou. Le papier, jadis un luxe de cour, se diffusa dans l'administration locale, remplaçant de lourdes lamelles de bambou et accélérant la tenue des registres. Après un demi-siècle de manœuvres, le royaume du Nord absorba ses rivaux et fonda une dynastie Jin éphémère, mais le souvenir de la rivalité tripartite, immortalisé dans l'épopée Le roman des 3 royaumes, survécut à toutes les dynasties. Sur la rive occidentale de la Méditerranée, une autre transformation se préparait. Constantin, fils d'un officier balkanique de la tétrarchie, marcha depuis York à travers la Gaule et l'Italie en 312 de notre ère. Au pont Milvienne, il combattit sous un signe qu'il interpréta comme le monogramme du Christ et conquit le contrôle de l'Empire d'Occident. En 324, il régna seul. L'édit de Milan légalisa le christianisme et des subsides impériaux élevèrent des basiliques à côté de temples païens vaincus. Des évêques se réunirent à Nicée en 325 pour trancher la doctrine sous le patronage de l'empereur, forgeant un précédent où l'unité théologique soutenait la cohésion de l'État.
Constantin fonda une nouvelle capitale sur le Bosphore, Constantinople, l'entoura de remparts théodosiens et peupla son sénat de grands propriétaires orientaux, signalant que l'attention impériale s'était déplacée de l'ancien forum de Rome vers un carrefour marchand et défendable entre l'Europe et l'Asie. À travers les steppes au nord de la mer Noire, des archers à cheval, que l'on appellera plus tard les Huns, déferlèrent vers l'ouest après 370 de notre ère, franchissant la Volga gelée et dispersant Alains et Goths devant eux. Des réfugiés se pressèrent eux contre le Lyme du Danube, suppliant d'entrer dans l'Empire romain. Quand des fonctionnaires gérèrent mal leur réinstallation, les nouveaux venus se révoltèrent et, en 378, anéantirent l'empereur Valent à Andrinople. Les Huns eux-mêmes ne s'installèrent pas, ils rasiaient, imposaient, passèrent leur chemin. Sous Attila, ils extorquèrent de l'or aux deux cours romaines et poussèrent jusqu'à Orléans, où des forces coalisées les arrêtèrent au champ catalonique en 451. La mort d'Attila éclata leur confédération, mais le mal était fait. Les peuples de frontières s'armèrent, des officiers impériaux recrutèrent des chefs de guerre barbares, et l'ancienne frontière du Rhin et du Danube ne fut plus qu'une simple ligne sur du parchemin. La moitié occidentale de Rome, déjà éprouvée par des déficits fiscaux et des coups de palais, se défit vite après ces chocs. Des fédérés germaniques s'installèrent à l'intérieur des frontières provinciales à titre de fédérés, alliés de nom mais autonomes en fait. En 406, Vandales et Alains franchirent le Rhin gelé. En 429, les Vandales gagnèrent l'Afrique du Nord, s'emparant de Carthage et du ravitaillement en grains de Rome. La ville de Rome subit son premier sac en 8 siècles quand le roi wisigoth Alaric entra par la porte Salaria en 410. Un autre suivit en 455 sous les Vandales. L'autorité impériale se fragmenta en commandements régionaux. En Gaule, le général Aetius joua des Wisigoths contre des Francs. En Italie, le maître de la milice Ricimer faisait et défaisait des empereurs fantoches issus de familles sénatoriales. Les archives fiscales se réduisirent à des lambeaux, les ateliers monétaires avilirent à la silicoie d'argent. Des évêques de frontières devinrent des patrons civiques, distribuant la charité là où les percepteurs n'allaient le plus. En 476, le chef germain Odoacre déposa Romulus Augustule, un adolescent de façade, et envoya les insignes impériaux à Constantinople. Ce geste marque depuis longtemps la chute de l'Empire romain d'Occident. Pourtant, bien des habitudes romaines subsistèrent. Les tribunaux citaient encore les codes de loi impériaux, des villas pressaient toujours l'huile d'olive en Campanie, et l'empereur d'Orient conférait encore des titres aux souverains italiens. Ce qui disparut, c'était l'armée professionnelle nourrie par l'impôt, la capacité de réparer des aqueducs d'une province à l'autre, et la conviction, partagée depuis Auguste, qu'un seul souverain pouvait garantir l'ordre méditerranéen. Des palais persans dépouillés par la guerre civile, aux forums italiens patrouillés par des gardes goths, l'Antiquité tardive se referma au milieu de tempêtes qui renversèrent des trônes mais transmirent des savoirs. L'entraînement de la cavalerie sassanide influença les forces arabes. Le papier chinois atteindrait Samarcande et, avec le temps, Bagdad. Les routes romaines guidèrent les migrations lombardes. Le monde classique ne s'acheva pas. Il se réorganisa sous de nouvelles bannières, chacune héritant de fragments d'un espace plus ancien et plus vaste. Dans la moitié orientale du monde méditerranéen, Constantinople se dressait derrière ses doubles murailles théodosiennes, ville de dômes et de colonnades, qui maintenaient vivante l'idée de Rome longtemps après que les légions avaient disparu de Bretagne et de Gaule. Le grec emplissait désormais les rues bien plus que le latin, mais les édits impériaux portaient encore la solennelle formule « Imperator César ». Justinien, qui régna de 527 à 565, rêvait de restaurer l'intégralité de l'héritage. Son général Bélisaire reconquit l'aile Afrique du Nord et l'aile Italie, tandis que les ingénieurs élevèrent Sainte-Sophie, dont la voûte élancée était éclairée par des chaînes de lampes à huile qui faisaient miroiter des mosaïques d'Éor. Les juristes de Justinien rassemblèrent des siècles de lois et de précédents dans le Corpus Juris Civilis, fixant le droit romain pour un avenir qui ne serait plus romain. Vers elle et, au-delà de l'Euphrate, la Perse sassanide nourrissait la même ambition en miroir. Depuis leur capitale jumelle de Ctésiphon et de Séleucie, les Chats se disaient descendants de Cyrus et de Darius, soutenaient les temples du feu zoroastrien et un protocole de cour empesé de soie et d'argent.
Khosrow Ier réforma l'impôt, patronat des médecins à Djundishapur, et inspecta des forteresses de frontières qui surveillaient le désert syrien. Entre les deux empires, étendait une frontière de forts en briques crues, de barrières à péage pour les caravanes et de royaumes tampons qui changèrent de main chaque fois que la trêve expirait. Un choc final commença en 602. Lorsque l'empereur byzantin Maurice fut assassiné lors d'un coup de palais, Khosrow II, affirmant venger son allié, envoya des armées qui submergèrent la Syrie, l'Égypte et une grande partie de l'Anatolie. Les étendards perses flottèrent à portée de vue des murailles terrestres de Constantinople. La vraie croix fut emportée de Jérusalem. L'empereur Héraclius répondit par une marche de hiver à travers l'Arménie, frappant au plus profond derrière les lignes perses. En décembre 627, ces colonnes rencontrèrent l'armée sassanide près des ruines de l'antique Ninive et la brisèrent. Khosrow fut déposé peu après. Des diplomates épuisés rétablirent les anciennes frontières, mais aucun des deux royaumes ne recouvra sa force. Les champs restèrent en friche, les trésors étaient vides, et les garnisons de frontières étaient plus que l'ombre des armées qui avaient jadis marché sous l'Aigle et le Lion. Au sud de ces provinces meurtries, sur la péninsule arabique, un autre ferment s'accomplissait. Dans la cité marchande de la Mecque, Muhammad ibn Abdallah commença, vers 610, à réciter des versets qu'il proclamait révélation du Dieu unique. Son message défia les idoles tribales et avertit d'un jugement final qui s'imposerait à toute l'humanité. Après des années d'opposition, la petite communauté migra vers le nord, à Yatrib, bientôt Médine, en 622, marquant la première année du calendrier islamique. Là, Muhammad forgea une cité politique qui mêlait prophétie et gouvernement. Arbitrage des querelles de clans, réglementation des marchés et défense collective jurée sous une même foi. Des victoires à Badr et au Fossé confirmèrent aux fidèles que Dieu guidait leur cause. Des alliances et des conversions se propagèrent à travers l'Arabie jusqu'au moment où, en 630, Muhammad revint à la Mecque et purifia la Kaaba de ses images. Il mourut en 632, mais la nouvelle communauté ne se désagrégea pas. Abou Bakr, élu premier calife, réprima les sécessions à l'intérieur de l'Arabie. Son successeur Omar canalisa vers l'aile extérieure les énergies tribales impatientes. Des cavaliers qui jadis pillaient les caravanes du désert marchèrent désormais en colonnes disciplinées vers les postes frontaliers déliquescents des grands empires. En 636, les forces de campagne byzantines effondrèrent au défilé du Yarmouk. En 637, la ligne sassanide se rompit à Qadisiyah et Ctésiphon tomba en quelques mois. En 642, l'Égypte, grenier de la Méditerranée, accepta la domination musulmane, les garnisons épuisées opposant peu de résistance. Les califes prélevèrent une capitation légère sur les non-musulmans, sécurisèrent les canaux d'irrigation et laissèrent les bureaucrates locaux en place, assurant que les récoltes affluent et que les villes prospèrent sous de nouvelles bannières. En une seule génération, des territoires qu'Auguste et Khosrow avaient peiné à garder reconnurent l'autorité de Médine et bientôt de Damas. Des scribes grecs et syriaques copiaient des registres fiscaux pour des gouverneurs arabes. Des fonctionnaires zoroastriens tenaient les comptes en moyen persan pour de nouveaux maîtres qui, au début, parlaient encore l'arabe du désert et rédigeaient des traités dans l'écriture anguleuse de la Mecque. Pourtant, le changement allait bien au-delà des administrations. Des pèlerins du delta du Nil, du Caucase et de l'océan Indien convergeaient chaque année vers la Mecque, échangeant non seulement la foi, mais aussi des techniques d'irrigation, de navigation et de mathématiques. Une foi commune et une langue partagée commencèrent à souder 3 continents en une nouvelle sphère d'échange. En 651, le dernier prétendant sassanide tomba dans le lointain Khorassan, mettant fin à une dynastie qui avait disputé Rome pendant 400 ans. Byzance survécut derrière son fossé maritime et son port défendu par une chaîne, mais sa domination se réduisit à l'Anatolie et aux Balkans. Le vieux duel entre l'Aigle et le Lion, engagé depuis les jours de Trajan et de Shapur, ne se conclut pas par une victoire décisive de l'un ou l'autre héritier de l'Antiquité, mais par la supplantation des deux par une puissance qu'aucun avait prévue. L'âge des empires classiques céda la place à un monde où appel à la prière résonnait au-dessus de anciens forums romains et le long de canaux jadis perses, annonçant un ordre nouveau qui porterait les héritages intellectuels de la Grèce et de la Perse sous la bannière de l'islam.